David Fuenquinos, tu pars avant nous, tu pars mais ton œuvre reste, celle d'un écrivain qui a su dire son époque, raconter la délicatesse et la fragilité des sentiments humains. Tu pars bien trop tôt, bien trop vite. Ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses, qu'il faut aimer la vie, qu'il nous faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Tu pars en pleine promotion de ton dernier livre, ton éditeur est ravi, cela devrait booster les ventes. Adieu David et bonsoir. Bonsoir David Fuenquinos. Bonsoir. Comment ça va? Écoute, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ce truc, cette émission, mais là c'est très improbable, très marrant ton petit laïus. Non, ça vous convient? Oui, l'éditeur qui est heureux. Oui, c'est vrai que tu as toujours le fantasme de dire le mec s'il vous aide quand même. Ah merci. Attention, vous êtes un peu blessé au si doigt. le mec, j'ai été opéré du doigt pour un écrivain, c'est malin. Tu as toujours le fantasme effectivement pour la promo que le mec meurt ou en plein voilà ça te fait là, ça cartonnerait quoi. Non mais bon, écoute, alors, là ça se passe bien. Écoute, franchement, oui. je l'ai fait pour vous. Et merci. C'était plutôt. Mais il faut quand même qu'on explique pourquoi. Parce que paraît-il. Ouais, t'as raison, faut qu'on explique. Vivre son enterrement est une thérapie. Alors ça, ce que je viens de faire, c'est vrai que ça paraît. En fait, surtout en plus ici là, à Paris, en Occident, en France, voilà, ça paraît complètement. Tu vois, moi dès que j'en parle, les gens ont l'air effrayés. Peut-être les gens qui ont regardé l'image se dire mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Alors qu'en fait, c'est vrai que c'est un vrai rituel, ce que je viens de faire. En Corée du Sud, et c'est au cœur de mon roman, mais c'est un véritable phénomène là-bas, c'est-à-dire que voilà, on est dans un pays avec un taux de suicide très important, du mal-être, pression sociale, et c'est vrai que cette thérapie de choc qui consiste en fait à vivre physiquement son enterrement. Alors j'ai pas un mec comme toi qui raconte l'histoire, enfin qui raconte, qui fait un hommage, hein. C'est plutôt quelque chose d'extrêmement intime, introspectif, où tu es face à ton cercueil, tu as exactement comme ça, tu as ton nom avec ta date, tu mets ta photo, tu rédiges ton épitaphe, en tout cas quelques mots sur ce que tu as envie de raconter de ta vie. Certains font même une lettre d'adieu, carrément, et puis tu rentres pendant 1 heure comme ça, dans le silence, l'obscurité. Alors là, on est à l'autre rive. Là, oui, voilà, d'ailleurs, on présente Franck. Bonsoir Franck, merci. Bonsoir. Salut Franck, donc dans un magasin de pompes funèbres, mais dans le rituel en Corée, tu es habillé en blouse. T'as des bougies. Il y a de l'encens, j'imagine. Voilà. Un cérémonial. C'est extrêmement. C'est un cérémonial en fait. T'es dans l'obscurité, le silence. Il ferme vraiment le cercueil. Il y a un rituel très très fort qui fait que tu as le sentiment d'avoir vécu vraiment l'enterrement. Et après, les commentaires, moi j'ai vu, beaucoup parlent de renaissance, l'idée que de vivre physiquement la mort, ça te permet d'avoir un rapport différent à la vie, quoi. Donc là, on l'a fait version comique, et puis rapide. Mais c'est quelque chose qui, d'ailleurs, dans mon livre, arrive en France. Et j'adorais. Tu pourrais organiser ça. Oui, mais alors ça, c'est intéressant parce que dans votre livre, ça arrive en France, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Le héros a un lien particulier avec des agents funéraires, des gens qui travaillent dans les pompes funèbres, parce que c'est eux qui sont le plus habitués à ça finalement. Ouais, c'est vrai, ils cherchent à un moment donné. Alors d'abord, c'est vrai que j'aimerais bien que cette thérapie vienne en France. Alors c'est un peu particulier parce qu'à chaque fois que j'en parle ici dans les émissions, les gens ont l'air toujours hyper effrayés. Il y a un rapport quand même difficile à la mort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on voit même les débats parfois sur l'euthanasie ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est extrêmement crispé. Moi, je reviens d'un voyage au Mexique où quand je vois le rapport à la mort, c'est une fête, on offre des cadeaux aux morts, tout est coloré. On est très très loin de ça ici. Donc, je ne sais pas si le rituel va pouvoir arriver en France. Mais là, tu as raison, dans mon livre, il va chercher quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres parce qui est habitué finalement à accompagner la mort. Donc, tu pourrais être le héros l'assistant du héros de mon livre. De faire bouger les mentalités. Déjà pour l'organisation des obsèques. Ah bon? Pourquoi? Mais quand même en France, dans des rituels très traditionnels, les cérémonies religieuses prennent encore le pas sur les cérémonies laïques, alors que peu de personnes sont pratiquantes en France. Donc on est quand même toujours sur au moins 50% de cérémonies religieuses en France. Alors que tu as des demandes parfois un peu loufoques Après, nous, on essaye d'aller dans le sens du vent, dans le sens des demandes et d'accompagner ces demandes. Mais c'est pour ça que là, on a fait ça. Mais ça vous surprend. Nous quand on vous a appelé, par exemple, on s'est dit, bon, peut-être qu'on va les vexer, les Français. Vous avez dit, bon, vous savez, on me demande tellement de choses.
c'est ça. On aime ouvrir la porte et donner la possibilité à chacun de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, ils ont une espèce de conscience morale ou d'omerta familiale qui va les freiner dans leur demande. Toi, tu es plus sur le cercueil plus que la cérémonie. Non, on est plus sur le service. Le service, c'est ça. C'est-à-dire que pour nous, la cérémonie, c'est l'essentiel des obsèques quand on sert. D'accord. Non, mais tout ce qui est le choix de la musique et tout ça, ils voient ça avec toi, par exemple? On en parle ensemble. Oui, d'accord, ok. Donc, on orchestre la cérémonie. Ok, d'accord. Nous aussi, dans notre métier, on parle de maître de cérémonie. Et comment on devient, toi, funèbre, le hasard, la vie, la volonté de vouloir faire un métier qui a du sens, une quête de sens. Ok, donc oui, voilà. Bien sûr. Après, c'est il y a très peu de personnes dans notre métier qui sont fils d'eux. Je pensais que c'était comme dans la série Six Feet Under, c'était un truc familial. D'ailleurs, très souvent, dans votre livre, c'est de père en fils. Moi, très souvent, je pensais que c'était un truc de famille, quoi. Non, mais dans les reconversions dans ce métier, il n'y a pas eu. J'avais 10 ans, je voulais devenir croque-mort. Non, c'est pas possible. Ça, c'est le hasard de la vie, les rencontres. Le fait d'avoir assisté à des obsèques qui ne correspondaient pas à ce qu'on attendait, et puis finalement on peut améliorer les choses, parce que c'est un métier ancestral qui a toujours existé, qui existera toujours, a priori, mais qui peut être amélioré, on peut être moderne, on peut trouver des belles choses, on n'est pas obligé de faire on n'est pas là par hasard, quoi. En tout cas. Du moche, quoi, aussi, alors que la tradition du funéraire, elle est très opaque, on ne veut pas en parler, on ne veut pas préparer sa mort. Tiens, justement, vous avez parlé de morale. C'est moral de faire ce qu'on a fait là, par exemple? Moi, je crois, parce que dans le rituel que j'évoque, si tu veux, c'est vraiment une thérapie. Moi, j'ai eu, on en parlera peut-être après, mais j'ai eu une expérience de mort à l'âge de 16 ans. Donc moi, le rapport à la mort, c'est quelque chose que je ressens au quotidien. Alors, je ne crois pas que ça soit à l'intérieur. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est pas blasphématoire d'aller s'allonger dans un cercueil. Je ne crois pas. Au contraire, surtout que moi, je raconte le bien-être de cette thérapie. Alors peut-être qu'on le parodie un petit peu ici, puis la façon dont tu l'as présenté, c'était pour rire. Mais quand tu vois les documentaires, tu vous trouvez très facilement ça sur Internet, de ce qui se passe en Corée du Sud. Quand tu vois ce que racontent les gens, qui disent qu'après il n'y a plus de suicide après cette thérapie, le bien-être que ça peut faire, l'idée de se dire voilà, je démarre une seconde vie. Pour moi, je fais la promotion de ce rituel. Aussi par rapport à mon livre, mais parce que j'y crois vraiment. Je crois vraiment que c'est une thérapie qui est très positive. En France, lorsque les personnes prévoient leurs obsèques d'avance, donc les fameux contrats obsèques, contrats de prévoyance, ça participe à ça, parce qu'en fait, le grand discours, c'est de leur dire vous préparez tout d'avance, pas que financier, et donc finalement, dans leur tête, après avoir vécu ce passage, ils se sentent mieux. Ils ont 70, 80, 85 ans. C'est intéressant. Ça se passe vraiment comme ça. Il y a beaucoup de gens. Ça, c'est en France, c'est pas forcément une thérapie, mais c'est intéressant. On a l'impression que la plupart du temps, ce sont des familles éplorées qui arrivent. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent choisir leur cercueil, comme Thierry chez Darty acheter une. Dans le sentiment que tout est préparé d'avance et quand on les reçoit, on discute de leur vie, de leur famille, de trucs. Donc ils choisissent leur cercueil. Le cercueil étant accessoire pour moi, c'est un élément dans un ensemble. Ils choisissent la façon dont ils vont partir, la façon dont ils vont dire au revoir, et c'est un petit peu un petit bilan de leur vie. Quand ils ont 80 ans, ils viennent ici et on parle des enfants, on parle de leur carrière. Donc c'est clair qu'il faut avoir. Ça rejoint un petit peu ce que vous. Tu as une dimension, toi, psychologique, humaine, qui est très importante dans ton métier. Psychologique, on n'est pas psy de formation, mais on a l'habitude de bien sûr, qui se répètent ou pas, ou de comprendre les gens. Il y a des dissensions, il y a des gens qui ne s'aiment pas trop en l'organisation des obsèques, des conflits de famille, mais en même temps, il y a toujours. Tu veux dire, tu parles d'Alain Delon, quoi, les conflits de famille. Il n'est pas encore dans le cercueil, Alain Delon. Ouais, mais tu sais, c'est ça que je trouve totalement morbide dans cette histoire. Et vraiment, voilà, il parle de lui vraiment comme si. C'est vrai. Je trouve ça vraiment terrible et indécent, quoi. Alors que même s'il a perdu des capacités, il ressent beaucoup de choses. Bien sûr. Personne ne peut dire qu'il ne ressent rien là aujourd'hui. Complètement, quoi. Donc parfois tu es au cœur de certaines situations familiales qui effectivement. Voilà. Et je voulais vous poser une question parce que ce cercueil, c'est pas un cercueil en toc, c'est un vrai cercueil. C'est un cercueil qui est utilisé pour. Nous on l'utilise pour la crémation. C'est pour la crémation, ça, bien sûr. Donc celui-ci il est tout blanc parce que dessus on propose des stylos Posca, des crayons Posca pour qu'on écrive dessus. Donc ça crée bon tu peux customiser ton cercueil. Des messages à mamie,
Ouais, d'accord. Un petit dessin. Tu peux tu dessines. Dessiner des choses très sympas. Ah, ça, tu vois, on n'a jamais vu ça, jamais entendu parler de ça. Et puis après, on en a aussi, c'est un peu plus kitsch, où il y a plein. Il peut y avoir des modèles. Mais ça, on est d'accord, c'est que pour la crémation. Tu n'enterres pas un truc en carton. Celui-ci, ouais, que pour la crémation. Et il y en a de plus en plus des gens qui demandent des cercueils en Il y carton. en a quand même pas mal, c'est une demande de plus en plus. Et c'est une question écologique ou économique? Plus écologique qu'économique. Après, il y a des débats insensés sur est-ce que c'est plus écologique ou pas d'utiliser un cercueil en carton plutôt qu'un autre. Parce que le crématorium utilise plus de gaz. C'est des débats. D'accord, ok. Sur la crémation, ok. Mais c'est vrai que c'est l'écologie, la simplicité, le choix de la simplicité pour les obsèques. On ne va pas dépenser trop d'argent dans un cercueil. On prend le carton plutôt que de mettre un bois, un chêne. On ne va pas voler on va pas battre un chêne. Oui, c'est ça là pour la crémation, bien sûr. La plupart du temps. Ouais. Et comme la crémation, c'est une tendance comme ça. Ah, c'est ça. Plus de 50% des obsèques, c'est des crémations. Ah bon? Ah, aujourd'hui, ouais. Comment t'expliques ça? T'entends une vraie. Ouais, il y a de plus en plus. C'est quoi? Pour moi, c'est la simplicité. Ah, mais je pensais que ça montait pas beaucoup en France, la crémation. Et alors, c'est marrant parce que. Les pays anglo-saxons, il y a une tendance nordiques, ils sont à 90% de crémation. Il n'y a plus d'enterrement. J'ai vu ça, non, mais j'ai vu ça. J'ai vu ça, et d'ailleurs j'ai sorti ces petits chiffres. J'ai pas sorti celui-là, mais il y a des chiffres sur le rapport à la mort. Par exemple, regardez, 31% des Français croient à une vie après la mort. Ouais, okay. C'est en baisse, par exemple, en 1970, 37% y croyaient. Voilà. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui veulent être crématisés. J'ai vu ça crématisé. Alors, c'est assez intéressant, regardez, les 25-34 ans, donc des jeunes, sont ceux qui croient le plus à une vie après la mort. Ah bon? Ok, d'accord, ok. Voilà. Donc il y a plein de chiffres comme ça. Donc ça remonte, ça. Voilà, la réincarnation, de plus en plus de gens croient à la réincarnation. Plus 10 points depuis 2004. C'est toi qui a bossé sur... Non, c'est pas moi, non mais ça c'est l'IFOP. Et par exemple, alors les gens, regardez ça va vous intéresser. Non mais attends, ça je vais le prendre. La gens, peur détaillée de la mort et la séparation. Voilà, et les gens ont assez peu peur de leur propre mort. Ah ouais, d'accord, ok. Donc plus peur de la mort des enfants, des proches, des conjoints, d'accord, évidemment. 80% des Français sont angoissés à l'idée de la mort d'une de ces personnes. Bah oui, bien sûr. Non, mais par contre, je savais pas qu'en France, ça a progressé autant comme ça, la crémation. Moi, je suis arrivé ici dans cette activité il y a 13 ans. On était déjà autour à Paris, on est à Paris ici, donc 50% de crémation, 50% d'inhumation, donc enterrement. Et en province, c'était, je dis province juste pour dire les choses, ils étaient à 20%, ils sont passés à plus de 50% en 10 ans. Quoi. Donc, pourtant, il n'y a personne qui fait la promo de la crémation. Il y a un côté hyper pratique de la chose, dans le sens... Tu crois que c'est ça, côté pratique? Je crois que c'est une croyance aussi, non? Non, parce qu'on peut faire une crémation avec des cérémonies religieuses, donc on peut associer il n'y a pas que la... Je pensais que c'était beaucoup moins, moi. Je pensais qu'il y avait la courbe s'est inversée. J'aurais dû vous le sortir. La courbe s'est inversée. Il y a plus de gens qui disent vouloir une crémation plutôt qu'une inhumation. Il y a peut-être aussi le fantasme de... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aussi. Hein. Non, mais tu as le fantasme de disperser des cendres dans un lieu qui a une valeur pour toi, ou un symbole aussi. Ils n'ont rien prévu d'avance, alors tous les gens pensent qu'ils ne vont pas mourir, en gros. Ça. Personne ne prépare trop d'avance ses obsèques. En France, ils pensent qu'ils sont immortels. Donc, et puis mince, à 95 ans, on meurt, ce qui est étonnant. Et ils n'ont rien prévu du tout, ils n'ont pas prévu de concession, ils n'ont pas prévu de tombe. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut acheter un terrain, où est-ce qu'on le fait? Donc il y a un côté aussi. Il y a un côté, je parle de choses très pratiques, et puis évidemment, on va faire une crémation, on récupère les cendres, et puis après, on fait un joli geste. Puis on est tous attachés à un lieu de France qu'on adore et on va disperser les cendres en mer, en montagne. Ouais, c'est ça. Et donc ça crée une espèce de légèreté aussi à la fin, qui est moins pesante aussi pour les obsèques que la tombe. Ils font un vrai rejet du cimetière aussi. Le fait d'aller au cimetière, personne ne va au cimetière. Et le fait de penser, construire, dépenser beaucoup d'argent pour une tombe où on n'ira pas, forcément. Et puis on peut penser aux gens sans aller physiquement face à une tombe. Voilà. Non, mais bien sûr. Donc ok, d'accord, il y a une évolution vraiment des mentalités. Okay. Merci beaucoup. Très bien. Merci de nous avoir accueillis. De rien. Franchement, attendez, on peut partir avec. La plaque. Un cadeau à David. Oh là là. Tu parles d'un cadeau. Hein. Ok, super. Bon, merci pour cette plaque très sympa. Très sympa l'ambiance Figaro TV.
Comme ça, vous Heureusement allez aller mieux. qu'après, attends. Enfin, c'est vous qui nous dites qu'on va mieux quand on voit ça. Oui, non, mais Ah, bien moi, je sûr. crois, hein, Ouais. j'essaye que Non, mais vous moi alliez j'allais bien. bien, mais effectivement c'est sympa. Merci. Heureusement qu'on commence par ça, qu'on va aller manger, et qu'on voilà, va aller boire on un va se verre après, détendre. qu'on ne fait pas le contraire. Quoi. Vous êtes Qu'on vraiment prêt à termine tout pas, pour vendre des livres, quoi. C'est vraiment. Moi, non, justement, alors mon livre marche bien, je pense que là justement ça va être la. Ah, c'est la ça va être fin. la fin, quoi. Merci beaucoup. Non, mais en tout cas, tu vois, c'était super intéressant de discuter avec toi et de voilà, ce que tu as dit et voilà aussi de ton propre parcours et comment on arrive là et comment voilà, ce qu'on a. Non. On imagine faire. Ouais. Et finalement, il y a plein de vertus dans ce métier Ok. humaine. Bon, bah j'espère ne pas te revoir ou se revoir le plus tard possible. Quoi. Bon, hop. Merci Hein, beaucoup. merci pour ton accueil. Hein. Merci Ouais, beaucoup. merci, hein. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Je sais pas. Oui. Ouais, ou pas. Hein. Laissons le mystère perdurer. Au revoir. Au revoir. Tenez, on est là. Bon, c'est là. il faut quand même montrer votre roman, La vie heureuse. Ouais. Ouais. Ah ben c'est toi qui as dit que j'étais prêt à tout pour. Je crois que non, le livre marchait bien, mais je trouve que c'était intéressant de discuter avec cet homme-là, vraiment passionnant. Et vous pouvez Donc moi, je monter- me mets derrière Ouais, le- vous pouvez monter à l'arrière. De quel côté? Là-bas, ouais, c'est parfait. Hop. Il est là le chou. Allez-y, je vous Chauffeur laisse vous invisible installer. ou Non, le chauffeur arrive. chauffeur invisible? Ouais, il est là. Ouais, t'as de l'eau et tout là. Ok. Ouais, il y a de l'eau. ok. Mettez-vous à l'aise, il y a un peu d'eau. Ouais, ok. Vous remettez de vos émotions. Bah ouais, non, ouais, oui, c'est vrai, mais le fait de se mettre dans le cercueil, c'est assez particulier. Mais alors, c'est. Mais bon, moi, tu sais quoi, tu m'avais dit avant qu'on commence, oui, on le fait vraiment, la séquence, sérieusement. Donc moi, j'étais parti pour être. Puis après, quand je vous ai entendu pouffer. Bah, quand je t'ai Ouais. entendu dire que voilà, l'éditeur se frottait les mains pour ma mort, ouais, je me suis dit, tiens, là, on est bien, là, ok. Alors, mais vous avez parlé de ce qui se faisait à l'étranger. C'est-à-dire qu'en France, notre rapport à la mort est très particulier. Mais pourquoi? Est-ce que vous arrivez à le saisir? Bon, il y a peut-être des raisons religieuses, il y a des raisons historiques. Voilà, on est dans un pays quand même, en tout cas, l'Europe, voilà, fondement judéo-chrétien. Je pense que quand on voit, par exemple, le rapport à la mort, il y a quelques pages de manière un peu succincte dans le livre sur bonjour, vous êtes arrivé, ok. Bonjour. Sur les différentes façons de vivre, par exemple, la mort. Ouais. Je raconte des rituels où en Afrique, dans certains pays africains, il faut exprimer voilà, par le cri, par la douleur, en fait, montrer. En Inde, c'est par le silence. Bah, je racontais le Mexique, à quel point c'est une fête, c'est coloré. Il y a des têtes de mort partout là-bas. D'ailleurs, c'est assez étonnant, quoi. Et puis là, ici, c'est extrêmement crispé, quoi. On voit bien, là, il va y avoir à nouveau le débat sur l'euthanasie. On sait que voilà, que ce sont des sujets extrêmement compliqués. Souvent, on cache la mort ici. On cache, on n'en parle pas beaucoup. Tu vois, là, ce que tu disais, là, même par rapport à tous ces chiffres-là, moi, je n'avais pas anticipé l'évolution. Alors que c'est très intéressant de se dire que voilà, il y a peut-être de plus en plus de crémations. Ça va être très sympa cette soirée. Oui, bon, La vie heureuse, on en va. Pitchez votre roman. C'est pas si facile à faire, hein, je crois. C'est un truc en général que je fais jamais, hein, pitcher Ouais. mon roman. Non, mais côté, d'habitude, c'est le non, journaliste alors, qui le écoute, fait. Non, mais pitcher au sens. C'est difficile de résumer. Alors, Un disons petit que synopsis, là, voilà. alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au cœur du livre, il y a ce rituel effectivement coréen qui existe vraiment, dont on a évoqué Oui. tout à l'heure. Et puis, Oui, mais ça part d'où voilà. tout ça? Non, mais c'est le point de départ du livre. Oui. Je vais c'est le faire point de départ. c'est le point de départ. Ouais. J'ai entendu parler de ce rituel, ça m'a forcément énormément parlé parce que la mort fait partie de ma vie. J'ai eu une expérience de mort à l'âge de 16 Je vais vous ans. en parler, ça m'intéresse. Et donc, j'ai voulu raconter une histoire autour de ce rituel et j'ai pensé à cette histoire entre Eric et Amélie. Donc, on va considérer que le livre est peut-être une sorte d'histoire d'amour. En tout cas, un chassé-croisé entre ces deux personnes qui se rencontrent à 20 ans au lycée à Rennes, au lycée Chateaubriand de Rennes, qui se retrouvent 20 ans plus tard, puisque Amélie fait une proposition professionnelle à Eric, qui à ce moment-là, on sent qu'il est dans un moment compliqué de sa vie. Il travaille chez Decathlon, il en a marre que tout le monde lui dise alors à Tout fond va la bien, mais forme, tout va mal, quoi. Pour lui, Ouais. non, tout va plutôt quand même, et on sent qu'il est traversé par la mélancolie. Oui, ça on le sent, mais fondamentalement, quand on regarde sa vie, il réussit professionnellement. Ouais, bon, oui, il mais a on comprend divorcé, plus tard dans le livre qu'il est Oui, traversé voilà, c'est par ça. une culpabilité et quelque chose. Et puis, moi, je trouve que réussir sa vie, c'est une vraie question. Parfois même quand on réussit professionnellement sa vie ou
ou même voilà, il est, voilà, je pense il a quand même une sorte d'incapacité à l'épanouissement à ce moment-là. Il a une sorte de lassitude de lui-même. Je crois pas. Parfois, il y a des gens qui ont plus ou moins des aptitudes au bonheur et à la facilité du bonheur. Et donc, c'est vrai que lui, on sent qu'il est. Je le prends au début du livre dans un moment assez complexe, quoi. Ça, c'est certain. Donc, ça tombe bien, Amélie le contact à ce moment-là. Premier tournant. Voilà, dans sa premier vie. Tournant, voilà, et donc... Il quitte Decathlon et il rentre au secrétariat d'État. Ouais, d'État au commerce extérieur. Commerce extérieur. En fait, c'est un peu... j'avais besoin aussi que mon livre, que mes personnages partent à Séoul à un moment donné, donc je cherchais un... Et en même temps, moi, je parle pas très souvent dans mes bouquins de la délicatesse, par exemple. Ils travaillent, ils parlent tout le temps du dossier 114, on sait pas du tout ce qu'ils font. Oui. Moi, quand je faisais le film, ils me demandaient, les acteurs me demandaient... C'est un MacGuffin, en fait, comme Hitchcock et comme... ouais. Comme si dans Citizen Kane, Rosebud, on s'en fout. Dans le fond, le prétexte, c'est de pouvoir raconter l'histoire. Ouais, mais là, j'avais besoin, parce que pour contrecarrer aussi un peu avec l'aspect extrêmement étrange ou mystique ou loufoque même du rituel, d'être dans une atmosphère un peu plus concrète d'une certaine manière. Et c'est vrai que je raconte un petit peu les arcanes du pouvoir, en tout cas de ce ministère, avec cette femme qui extrêmement, moi qui me touche beaucoup, elle a énormément d'ambition et de désir de réussir des choses. Et puis elle va être progressivement effritée par les rivalités, les complexités de cette vie professionnelle. Ils partent à Séoul et donc... Ils partent à Séoul, c'est vrai, je suis allé trop vite, j'ai pas raconté. Deuxième point, Séoul. Voilà. Donc là, on va à Séoul. Eric, oui, on va à Séoul d'ailleurs, c'est notre avion pour Séoul. On va à là. Séoul, ouais, et alors Eric pratique ce rituel, cette thérapie, et là, deuxième grand changement. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin, il faut laisser découvrir le livre. Ouais, tu sais quoi, on va arrêter de parler du livre ce soir. Viens, on parle d'autre chose. Ah mais moi c'est bon là, t'as raconté. J'avais déjà quand même des questions. Enfin, vous êtes t'as des questions. Ouais. Merci, mais d'abord vous avez fait quoi votre doigt? Alors j'ai eu une infection du doigt, ça aurait pu être assez grave. J'ai été opéré il y a 3 jours, donc ah bon, ça nécessite une intervention chirurgicale. Donc ou alors c'est psychosomatique. Alors que j'ai pas mal de dédicaces en ce moment. À Paris dans quelques librairies pour la sortie de ce livre. Je fais comme ça, je m'en sors à peu près. Mais c'est tremblant quoi. Mais ouais, non, mais bon, tout va bien, hein, ça va. C'est juste que c'est assez douloureux. Les gens sont très inquiets là. Ah, parce qu'il y a des gens qui regardent. Je vous le souhaite en même temps. Moi, je nous le souhaite à toi. Moi, ça va. Non, mais effectivement. D'ailleurs, vous m'avez dit, le livre marche, mais quand vous le savez? Il y a des classements de vente. Oui, mais et puis l'éditeur. C'est grâce à Amazon ou des trucs comme ça? Non, pas Vous savez pas combien il y a de commandes? Non, il y a des classements. Alors non, c'est assez précis les chiffres. Alors moi, j'appelle pas du tout l'éditeur, même régulièrement. Non, mais le livre là est numéro 1 des ventes. Hein. De romans, parce qu'il y a toujours un petit Sylvain Tesson qui traîne par là. Vous savez qu'on va le recevoir bientôt. Ah, ça va être génial. Il va vous emmener où? On ne sait pas encore, on est en train de travailler, mais je ne peux pas tout vous révéler. C'est super. Si vous avez Sylvain, je suis comme en première partie, quoi. Je suis un peu de sa Sylvie Vartan. De toute façon, Sylvain, c'est toujours passionnant d'écouter, quoi. Il est extraordinaire. J'ai plein de souvenirs avec lui. J'ai des voyages extraordinaires avec lui. Ah, vous avez voyagé avec lui? Ah ouais, très souvent. On s'est retrouvés. D'abord, on se retrouvait aussi à Val d'Isère chez un libraire très marrant, plusieurs années de suite, et on faisait même de la musique le soir ensemble. Oui, c'est vrai. Et puis, on a fait plein de bœufs ensemble, j'ai des photos. Et puis, j'ai un souvenir, le souvenir le plus marquant avec Sylvain, c'était à Kiev, en Ukraine. C'était juste 3 jours après Maïdan, en 2014. Et c'est vrai que il y avait les chars ukrainiens, c'était protégé. C'était après l'invasion de la Crimée. Et c'est vrai que on avait plutôt beaucoup bu ce soir-là. Et donc, surtout lui, tu vas me dire. Mais, et donc, on a traversé, j'étais seul avec lui, et il a commencé à chanter des chants russes. Et je lui ai dit non, he's drunk. J'avais peur qu'on se fasse vraiment. C'est pas vrai. Ouais, mais il y a une folie chez lui extrêmement touchante, au-delà de sa culture et de sa particularité. Il y a quelque chose chez lui qui était déjà, j'allais dire borderline, en tout cas à la frontière de beaucoup de choses. Hein. Et donc, je suis obligé de vous poser la question. Au vu de l'actualité, vous en pensez quoi de cette tribune contre lui pour qu'il ne devienne pas le parrain du printemps des poètes? C'est vraiment une connerie. Vraiment. Pour moi, c'est...
D'abord, pourquoi je pense que c'est totalement absurde? Parce que très honnêtement, moi je m'en fous totalement de ce que Sylvain peut penser ici ou là ou avoir dit. Moi, si j'avais dans ma bibliothèque que des livres de gens avec qui j'étais entièrement d'accord, je pense que j'aurais 3 livres chez moi. Enfin, j'aurais une étage. C'est-à-dire, ça n'a pas, ou alors ça n'a pas de sens. Donc dire que d'un coup il est plus légitime parce qu'il aurait eu telle ou telle position, alors que c'est quelqu'un qui, en plus de sa culture, est un très grand styliste, à mon avis, à plein d'égards. Donc voilà, je trouve ça absurde. Je trouve que c'est, je sais pas, puis c'est mettre de l'énergie là où ça n'a aucun intérêt, quoi. Autant l'inviter, le confronter éventuellement. Je trouve ça tout à fait légitime que certaines personnes parmi les signataires se disent bah moi je suis pas d'accord avec Sylvain Tesson, on l'invite, on en parle, voilà, point. Enfin bon, voilà, c'était vraiment. Je pense que ça a pas dû le toucher plus que ça, je pense. Hein. Ouais. Bah, je sais pas. Bah, je lui demanderai. Ouais, ça serait une bonne question. Je lui demanderai. Bon, on rappelle, mais moi j'ai pas une petite polémique, il n'y a pas quelqu'un qui veut. Vous savez quoi, ça m'arrangerait si vous le faisiez maintenant. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une pétition. Non, mais pour dites un truc un peu border là, et puis comme ça, c'est bon pour la vente, c'est bon pour le bouquin, c'est bon pour l'émission et tout le monde est content. Toi, on t'a vu venir, mais alors de très loin, il fait 2 heures. Si tu crois que je vais pas faire très attention à tout ce que je dis. Non, en plus, dans la deuxième heure, tu m'as fait t'as fait une erreur stratégique. Ah bon? Avant le début de l'émission. Tu m'as dit, bon là, vous dévoilez les coulisses. on est en train de parler pour Figaro TV, puis après tu me dis demain c'est monté, c'est sur le site, et après c'est YouTube. Après, non, mais après tu me dis voilà, c'est masterisé. Mais là, il y a peut-être des gens qui sont en train de le regarder sur YouTube dans le futur. Dans 15 ans, on va le regarder sur YouTube, donc je vais faire très attention à part de conneries. Hein. Parce que ça, maintenant, on fait attention, quoi. D'ailleurs, souvent, quand il m'arrive, parfois, j'en fais pas beaucoup, des débats dans des rencontres dans les librairies. Je demande tout de suite voilà, si c'est filmé, parce qu'on n'a pas la même liberté forcément de. Non pas que je vais dire, mais voilà, de parler de choses et d'autres. Oui, vous voyez, par exemple, en tant que journaliste, je suis souvent déçu parce que je me dis, ah tiens, on aurait dû faire l'interview après l'interview. Ouais, t'as raison, bah là tu vas être déçu. Hein. Ouais. Est-ce que vous allez tenir votre langue? Attends, je vais voir ce que je peux te dire, mais non, on fait attention. Très souvent d'ailleurs, on est maintenant aussi très vigilant aussi sur un truc qui est, moi, dans plein de rencontres. Les gens sortent leur téléphone, filment, donc je pense que la plupart des gens comme ça, quand on échange, on fait aussi attention. Non pas que, enfin on s'est parlé avant, on se parlera après, je pense pas être différent, mais pour l'instant, sur certaines choses, sur certains sujets, voilà, peut-être que, oui, il faut faire attention, mais attention à l'idée que ce sont des choses qui durent, voilà. Ce sont des interviews qui durent, c'est pas comme si on se parlait tous les deux, quoi. Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure en faisant ça? Je sais pas, sur certains sujets, je vais pas tout dire sur tout ce que je pense, ou je vais pas forcément, je pense par exemple du mal de certaines personnes, de certains écrivains. Je crois pas que je vais il me regarde, il aimerait. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans, quoi. Je vais pas rentrer, tu vois, je vais pas du tout rentrer là-dedans. Donc ça, non, oui, c'est pas une question de censure, c'est de faire attention à qui on parle et quand on parle. Mais de toute façon, au-delà de la promotion, quiconque fait attention en fonction de la personne avec qui il est, de ce qu'il a envie de raconter et comment il le raconte. Donc ça me paraît normal. La vie heureuse, je reviens au bouquin, comme ça je vous laisse un répit avant de dire les prochaines bêtises. Le personnage, il est un peu, alors je sais pas si ça va vous plaire, mais il est un peu Houellebecquien. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai été vraiment une super arnaque. C'était très discret mon influence Houellebecquienne parce que j'écris la délicatesse, donc on imaginait, on me voyait pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un écrivain que j'admire profondément. Et puis pour moi, les grands. Vraiment, vous admirez tout le monde, hein. Non, qui d'autre? À Tesson. Non, vous avez déjà 2. Je vais en trouver un premier. Non, mais je vous laisse penser sur Michel Houellebecq. T'as envie qu'on parle, non, mais on peut critiquer. Il y en a plein que j'admire pas ça. Je peux te faire la liste. Non, par contre. Attendez, pas tout de suite. Comme ça, les gens restent pour savoir. Pour moi, les grands génies de la littérature, ce sont ceux qui empêchent les autres d'écrire. C'est-à-dire qu'ils délimitent. Houellebecq, il a mis une sorte de précaré sur la misère sexuelle, sur certains thèmes qui font que dès qu'on s'approche, on est Houellebecquien. Et c'est très très rare. Pour moi, ils sont 3. Au XXe siècle, t'as Proust, t'as Céline, t'as Houellebecq. Des gens qui modifient la littérature et qui empêchent. Voilà. Ouais, Houellebecq, complètement. Houellebecq a été, personne n'a écrit avant lui comme il a écrit. Après, je suis peut-être moins
client ou en tout cas moins passionné par certains de ses derniers livres qui sont intéressants mais qui sont un peu des redites de ce qu'il a pu déjà faire. Mais je pense qu'il a changé l'histoire de la littérature. Et vraiment, ils ne sont pas beaucoup à être, ça c'est sûr, à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, parce qu'on m'a dit qu'il était davantage Houellebecquien aussi parce que d'une manière un peu, c'est ce que je disais, basique tout à l'heure, j'avais besoin que mes personnages partent à Séoul. Donc j'ai mis une partie de l'intrigue dans le secrétaire du commerce extérieur, donc au ministère de Bercy, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà. Mais j'avais pas identifié ou anticipé la référence. En l'écrivant, vous ne sentez pas, vous dites pas, tiens, ça peut avoir des notes Houellebecq. Alors non, parce que très honnêtement, par exemple, moi j'ai aucun problème avec l'idée qu'on n'aime pas mon travail, on aime ou on n'aime pas, mais chaque écrivain a sa particularité et c'est ça qui est le plus important. Moi je pense que quand on est dans un de mes livres, on est avec moi et on adhère ou on n'adhère pas. Mais je ne me sens pas en filiation, je ne me sens pas qu'il y ait des relents en Houellebecquien dans le sujet. Mais après, je pense qu'on est très loin d'un livre Houellebecquien. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce rituel-là l'aurait forcément intéressé. Ah, moi je pense que si. Si. Lui, quand même son rapport à la mort, au futur. Ah oui, il avait fait mais ça. lui, il part sur des choses. Moi, je pense que on est plus dans une sorte de mysticisme à travers ce sujet, le rapport à la mort. Lui, il part sur des choses parfois plus, j'allais dire, pas ésotériques, mais scientifiques. Enfin, c'est d'autres domaines qu'il aborde. Ouais. C'est un autre rapport. Il a une façon un peu, parfois presque rationnelle d'être dans l'ailleurs. Il y a un autre point, si je voulais être un peu provoque, si vous avez tout réuni pour vendre un livre, du Houellebecq et du développement personnel. Ouais, alors je pense que là, tu te plantes, mais tu as raison de poser cette question. Ouais. Tu as raison de poser cette question. Mais si tu regardes mon parcours, d'abord pendant 10 ans, moi j'ai vendu très peu de livres. Et j'étais très heureux d'être publié, d'avoir quelques lecteurs. J'étais un auteur publié chez Gallimard, j'ai eu plein de prix littéraires, j'ai eu le prix Giono, le prix Mauriac, le prix Roger Nimier. Voilà, mes livres se vendaient à 2-3 000 exemplaires. Et puis quand La Délicatesse sort, d'abord en 2009, c'est le seul livre de la rentrée à être sur toutes les listes littéraires, Renaudot, Goncourt, enfin bon bref. Et puis d'un coup, le livre devient une espèce de phénomène de vente totalement inattendu. Pourquoi je te dis ça? Parce que, attends, je vais répondre à ta question. Parce que le livre se vend, vraiment, c'est 1,5 million d'exemplaires traduits dans le monde entier. Et là, à ce moment-là, tout le monde me dit, bon, bah non, tu fais toujours le même type de livre. Si tu veux vendre des livres, comme tu me dis. J'écris Charlotte, qui est un livre en vers sur un sujet très douloureux. Je peux t'assurer, si tu peux même regarder les premiers retours, tu regardes les archives des Figaro et tout ça, les premiers retours étaient très circonspects. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait Fuenquinos? Il a pété un plomb, il écrit en vers sur Charlotte Salomon. Pour qui si tu crois, non, c'est pas pour qui se prend. Non, j'écris ce qui est important pour moi. C'est pas une question de jugement sur ce que j'écris, mais tu peux te dire, pourquoi il prend cette direction-là alors que c'est facile. Après La Délicatesse, les gens qui ont lu La Délicatesse vont pas forcément me suivre. Et là, je rencontre à nouveau les lecteurs. J'ai une sorte de consécration avec le prix Renaudot, le gros des lycéens. Et le livre d'après, c'est une comédie un peu sur le milieu littéraire. C'est Le Mystère Henri Pic. Donc, tu peux me reprocher tout ce que tu veux, mais je crois vraiment pas qu'on puisse me reprocher le côté je cherche à faire des livres qui pourraient potentiellement marcher. Tu vois, là, je vais te dire un truc, un livre sur un rituel coréen, des gens qui se foutent dans un cercueil. Au début, moi, les gens qui connaissaient le sujet me disaient mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, là, à t'écouter, on est capable de savoir à l'avance ce qui va intéresser ou pas. C'est absurde, tu vois. Mon livre précédent, c'était sur le casting d'Harry Potter. J'ai énormément de lecteurs qui m'ont dit mais moi je m'en fous de lire un livre sur le casting d'Harry Potter. Et tu vas me dire oui, mais tu surfes sur le succès d'Harry Potter. C'est un livre qui s'est même moins bien vendu que d'autres de mes livres parce que je crois pas que mon lectorat avait envie de lire un livre sur Harry Potter. Alors, ce qui compte, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais alors j'en reviens, j'enlève la partie provoque, je reviens à la partie développement personnel. Moi j'ai trouvé que c'était légitime ta question. La partie développement personnel. Ouais. D'ailleurs, je m'en moque dans le livre. Hein. Moi, je trouve ça hyper ringard, le côté développement personnel. Parce que ça aussi, c'est les lecteurs, les lectrices aussi, surtout,
sont très friands de ça, du développement personnel. Ouais, et pourquoi t'as vous vous raison. en moquez? Parce qu'il y a quand même un peu de ça, à se retrouver, Bah non, moi, à mieux aimer la vie, ouais. avec une thérapie très particulière. Mais il y a un peu de ça, non? Non, mais je me moque du côté formule. Oui. Moi, si tu regardes d'autres interviews, parce que tu sais que j'ai fait d'autres interviews avant toi, hein, même si j'aurais adoré, Je suis sûr que non. j'ai très souvent dit, Laissez-moi n'attendez pas dans mon bouquin d'avoir la recette de la vie heureuse. D'ailleurs, j'ai aucune idée de ce qu'est une vie heureuse. Je dis que cette thérapie peut faire du bien. J'ai même exprimé le fait que c'était pas pour tout le monde, qu'on pouvait passer à côté de ça. Et je crois pas du tout dans les formules. Il n'y a pas de recette. Tu vois, de la vie heureuse. Et je dis à un moment donné, d'ailleurs dans mon livre, je dis que quand il pense à Happy Life, qui est la traduction, alors il Happy trouve Life, ça un peu ringard c'est l'entreprise comme, dans laquelle il fait le rituel. Il trouve ça ringard. Non, mais je crois pas, moi, je crois pas beaucoup aux généralités. C'est-à-dire que chacun a un parcours de vie et d'expérience. Et je pense que pour mes personnages, et en tout cas moi, ça me parle vraiment, ce rituel. Je pense que ça serait génial qu'il arrive effectivement en France. Mais non, je te vois venir comme ça. Mais non, Vous voyez quoi? Non, mais le côté, tu me dis, oui, le côté je surfe sur le développement personnel, ça reste un roman, c'est d'accord? Oui, mais complètement. Ça reste un roman. Complètement. On arrive en Corée. Ah, génial! Alors, j'ai découvert ce restaurant, c'est le hasard, la semaine dernière. Ouais. Et j'ai trouvé ça hallucinant parce que pour avoir fait un voyage en Corée où j'avais appris d'ailleurs l'existence du rituel dans ma vie il y a quelques années, dans ce restaurant, tu as l'impression qu'on y est. On est retour à Séoul. Mais c'est dingue. Vous êtes parti en Corée pour un voyage bon pour vous, quoi? Non, j'étais pour un. Ah, c'est là. J'ai été en Corée pour un livre, j'ai écrit il y a à peu près 10 ans, un livre sur John Lennon. Ouais. Voilà, un livre où je racontais la vie de John Lennon et il était sorti en Corée, j'étais allé faire la promotion de ce livre. Donc voilà, j'étais allé en Corée pour ce livre-là. Et là, j'avais découvert 4 jours de. Ouais, j'avais vécu. D'ailleurs, j'étais resté sur le rythme nocturne. J'avais pas rendez-vous le matin. Donc vous visiez toute la nuit, il y avait un mec à l'ambassade qui me sortait, qui m'a montré plein d'endroits. Et donc, mon livre, il y a quelques passages qui sont inspirés de cette poésie que j'ai pu voir là-bas. Mais vous êtes inspiré aussi de la nourriture épicée. Hein? Ouais, j'ai un souvenir atroce de la nourriture. Je devrais pas dire ça avant d'aller dans un restaurant, quoi. Un restaurant, mais je pense Coréen, que ça a l'air bon. oui. Hein. J'ai pas mangé coréen depuis cette. Eh ben on y va alors. Cette époque, quoi. Ah bah j'ai gardé ça, j'aurais pu le laisser dans la voiture. Le mec il se balade avec sa plaque, c'est ma carte de visite, quoi. Je vous laisse Voilà, entrer. c'est là. Ouais. Donc c'est là. Tu vois, j'ai découvert ce lieu là. Donc c'est très sympa. Tu vois, regarde, les gens mangent des trucs. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Alors la dernière fois pour France 2, vous m'avez accueilli ici, vous n'étiez pas là. Et c'était super, j'ai découvert. Bon ben voilà. Où est-ce qu'on peut se mettre? Donc on se met. Ouais. La dernière fois, je suis venu pour France 2. Bah ouais, c'était pas de super. souci. On veut pas trop déranger. Donc On se là, met est là-bas. pour le- Allez, Vous avez parfait. prévu une table là-bas? David, venez, on est là-bas. Ok. C'est super comme endroit. Ah mais là, ouais, c'est la vraie Corée là. Putain, mais viens voir, attends. Regarde, t'as vu là, t'as vraiment l'impression que. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai qu'on est Non, mais vraiment- c'est extraordinaire comme endroit. Bon appétit, hein. Ça a l'air hyper bon, quoi. Bon, bah, allez, on va manger, quoi. Ça a l'air hyper bon. Ça a l'air incroyable, hein. Bon, viens. Oui, on est vraiment assez haut. Ouais, c'est incroyable, hein. T'as vu les gens, attends, faut pas les embêter quand ils étaient en. Donc on se met où là? T'as Ouais, on prévu se où? fait... Apparemment, on est là-bas. Ok, d'accord, ok. C'est parfait, Ouais, bah, merci super. beaucoup. Ouais, on mange, tu manges, hein. On mange à 3 là. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Oui, on va Ça a rigoler l'air- parce que je recommande beaucoup le numéro 2. Ah, c'est trop sympa, merci beaucoup, hein. Bah, bon appétit, quoi. Merci beaucoup. Tu vas croire que j'ai ramené des gens qui me parlent de mes livres sur. Non, je sais pas du tout. Que c'est un coup. Dites-leur qu'on se connaît pas, quoi. Ça a l'air trop bon, hein. Ah, bah super. Bon, on va manger là, on va. Prendre le poulet. Donc. Bon, bah super. Ah, bah c'est ce que j'ai commandé, moi. Ok, bah tu vois, c'est sympa. Ah, bon, j'enlève la veste, hein, on se met à l'aise. Ouais, ok. Comment tu vas faire pour manger Ah, Riyad, malheureusement, il ne peut que goûter. Ah, tu peux que goûter, ok. Attends, mais t'as pas de. Ici, il y a des bières coréennes, non? Ah, mais on peut prendre une On a le droit de bière boire coréenne. Alors, on a le droit, après, il faut... Vous savez qu'on est sur Internet en ce moment.
Ok. Donc ça, on a le droit. Et après, dès qu'on sera coupé à la télé, vous allez donner du fil à retordre au monteur parce qu'il va falloir enlever. Ah ok, bon, bah, comme tu veux, hein, sinon, mais bon, si c'est un vrai truc que tu suis la vraie vie... Bien sûr, vous auriez pris une bière. On va demander. Ah bah trop c'est bien. super. Merci beaucoup. Super, merci. Hein. En fait, t'es non-stop en 2 heures. Si je veux aller aux toilettes, on peut... Alors, pas on a une petite technique, c'est-à-dire que moi, je dois meubler et le technicien qui est au Figaro baisse le micro quand même. Ah ouais. Pour pas que ce soit trop gênant. Ah ouais, donc t'as déjà eu ça. Ouais, et c'est toi, déjà tu vas meubler pendant... Ouais, bah, ça dépend après de la durée du besoin, quoi. Une fois, alors tu me demandais des trucs. Une fois, je me suis retrouvé dans une émission de radio sur Europe 1. Et la journaliste était vraiment pas du tout sympa. Et donc, d'un coup, alors il y avait une histoire aussi, je sais pas, l'émission avait été repoussée, je sais pas pourquoi. C'était où, en studio? Ouais, c'était à Europe 1, j'étais venu. Et vraiment, elle avait été hyper désagréable. D'accord. Et donc, elle m'a posé. Non, mais moi, j'ai pas de problème, mais tu m'invites pas. Oui. Et elle m'avait posé une question pas très sympa. Et là, j'ai décidé, c'était en direct, et Europe 1 à l'époque, disons, c'était quand même. Et j'ai pas répondu. C'est-à-dire j'ai laissé un blanc, j'ai pas du tout répondu. Donc, elle a dû meubler. Elle a mouliné, en fait. Elle était là et je ne parlais plus du tout. Vous êtes un salopard. Mais non, mais. Qu'on sent le journaliste, vous êtes un salopard, je te dis. Non, mais vous avez. Non, mais elle m'a agressé. Oui. Et si tu veux, je me dis, je vais pas répondre. Mais je suis obligé de défendre ma collègue. Je sais pas qui c'est. Mais non, mais pourquoi? Si par exemple, tu me dis un truc. Est-ce qu'on peut avoir, une bière pour. On a une bière coréenne. Ouais, je vais goûter une bière coréenne, ouais. Merci. Je suis sous antidouleur, donc tu as des chances que je vais vriller. Yes. En fait, il attend 22h59 pour pouvoir avoir... Mais c'est souvent dans la dernière ligne droite que l'invité dit crois que... Non, vous la faites tu pas. sais quoi? Bien sûr, c'est dans la dernière ligne droite cela dit, il y avait cette fameuse émission qui est un peu l'ancêtre de ton émission, là, Paris Dernière. Ouais. Et là, Paris Dernière, le nombre de personnes qui vrillaient au bout d'un moment, qui disaient des conneries. Merci C'était beaucoup. très tard et Ardisson qui produisait faisait boire plus les... Alors, ça c'est pour vous, ça. Ouais. C'est pas trop épicé, ça va. Ah, trop bien, merci. Hein. Merci beaucoup. Bon T'as pris appétit. quoi, toi? Moi, j'ai pris un bibimbap. Ah ouais, un fameux truc. Je sais pas comment je vais manger ça avec. Ok, d'accord, ok. Voilà. Vous avez quand même, Attends, je l'enlève. et vous me l'avez dit, une habitude Ouais. d'aller sur des sujets très différents. Vous m'avez expliqué que... Je trouve ça pas facile ce que tu fais. Hein. Pourquoi? Non, mais tu gardes le rythme permanent. Vas-y, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire? Merci. Pour ne pas embêter, merci beaucoup. Pour ne pas embêter le monteur, Ouais. vous allez boire là-dedans. Ok. Et je vais cacher la bière. Voilà, et vous cachez la bière. Ok. On trouve toutes les méthodes possibles. Ça te va comme ça? Ok. Ouais, à ça la va très tienne. bien. Santé. Moi, j'ai pris un petit thé. Bon, à la tienne. Hein. Riyad, il a juste le droit de goûter après. Il donne Écoute, je toujours me un fais petit- payer des verres par le Figaro, c'est pas mal. Hein. Ouais, tiens. Ah, vous en avez pris un aussi? C'est pour toi, ça. Ah, Merci beaucoup. Bah alors là, je sais pas si on va pouvoir. Bon, on va voir. Bon, vas-y. Sinon, on te fait un doggy bag à 23h, tu reviens. C'est marrant, c'est que Riyad, c'est comme la femme de Colombo. On en parle tout le long, mais on le voit jamais. Vous voyez? Il est tout le Pourtant, temps là. il est beau gosse. Hein. Ouais. Apparemment, là, la femme Comment de Colombo. Ah mais tiens, d'ailleurs, vous faites très peu de description physique. Ouais, t'as raison, effectivement. Vous sauriez pas le décrire, par exemple. Vous savez pas ou vous voulez pas, parce que ça vous intéresse pas? Je veux pas. Ah oui? Non. Pourquoi? Bon, je décris jamais physiquement mon personnage. Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie, c'est comment. En fait, je pense qu'on les ressent précisément, mais la description physique. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand il y a des adaptations, quand on me propose parfois des adaptations, je dis mais tu penses à quel acteur? Au producteur, Oui. au réalisateur? C'est comme ça me permet de voir quel qui visage il a en lisant le livre. Mais c'est l'idée du réalisateur, puisque comme vous n'avez pas mis de description, alors là, tout est possible. Oui, oui. Si y a un autre réalisateur, Oui, mais je choisirais quelqu'un Par d'autre. exemple, tu sais, quand j'ai fait la délicatesse, Ouais. il y a plein de gens qui m'ont dit mais je comprends pas pourquoi ils avaient pris Audrey Tautou parce que dans le livre elle est blonde. Oui. J'avais jamais écrit la couleur des cheveux de Nathalie.
J'avais parlé d'une féminité suisse, ce qui veut rien dire, mais une imaginée blonde. Ouais. Oui, là, ce qui n'est pas commode, c'est de faire une interview en mangeant. Alors là aussi, vous avez dans le set à vous, mais. Ouais. Ça vous plaît, cet à vous? Vous êtes allé, non? C'est ça ta question? Oui. Moi, je suis allé plein de fois, cet à vous. Ouais. Enfin, là, je suis quotidien cette année. Alors, il y a toujours quand même dans vos romans. J'adore cet à vous, ouais. J'adore Babette. Cette question du dépassement. Ouais. Changer de vie. Ouais. Trouver autre chose. Ouais. Ça, c'est quand même votre fil rouge. Parce que vous me dites, vous faites toujours des choses différentes, mais ça, vous. Dans mes livres? Ouais. Des gens qui changent de vie, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est ma première interview poulet. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est vrai que je me suis rendu compte assez tardivement que j'avais le sentiment d'écrire des livres très différents les uns des autres, mais que ça tournait beaucoup autour de ça. Effectivement, en tout cas, de la nécessité de. Alors, cela dit, de changer de vie ou de se réinventer. Cela dit, souvent les personnages sont confrontés quand même à des complexités. Mais pas que. C'est une nouvelle possibilité dans notre société, ça, de tout plaquer et de vraiment faire autre chose. Ouais. Il y a 50 ans en arrière, on faisait le même métier toute sa vie. Quoi. Ouais, même pas 50 ans, mes parents. Oui. T'as raison. Je crois beaucoup en ça. Alors, la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Oui, moi, je vois, toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, ta génération. Moi, je vois dans les boîtes de prod, dans les journalistes, dans les maisons d'édition, au bout de 3-4 ans, ouais, je sens que les gens veulent changer de vie, se réinventer, essayer d'autres choses. D'abord, il y a la recherche beaucoup plus forte de l'épanouissement, peut-être, et de ce qui est essentiel. Mais est-ce que c'est pas lié aux réseaux sociaux aussi? Tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais été sur les trucs d'application, mais on m'a raconté souvent que sur Tinder, quand tu rencontres... c'est pour regarder pas comme ça, toi, et pareil, tu es. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, les gens après font des dates. Ouais. Tu rencontres à un moment donné un couple. Mais tu as toujours la tentation de te dire putain, mais je peux pas y retourner parce qu'il y a peut-être encore. Il y a cette multitude, en fait. On n'a jamais été autant traversé par la multitude en permanence de la vie des autres, de toutes les possibilités. Et je pense que ça crée inconsciemment, ou je sais pas, consciemment, l'obsession de la multitude, en tout cas des multiples. C'est vrai qu'en plus, par exemple, Tinder, tout l'intérêt de Tinder qui vend le fait de trouver une relation, tout son intérêt, c'est que vous n'en trouviez jamais une. Puisque l'intérêt, c'est que vous restiez. Ouais. Non, mais c'est comme c'est un restaurant qui vous dit vous venez une fois, puis après, vous venez plus jamais. Bah non. Tout l'intérêt de Tinder, c'est que vous reveniez tout le temps. Mais si tu trouves quelqu'un, tu vas en parler à plein de gens autour en disant vas-y, fais-le, c'est super. Non? Ouais, peut-être. Mais apparemment, les algorithmes sont bons. Ah bon? J'en sais rien. Pour te motiver à rester. Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que figurez-vous que oui, j'ai écouté d'autres interviews de vous. Ça fait 2 jours que je suis avec vous pour tout savoir. Et alors, j'ai remarqué. Hein. J'ai vu une interview de vous, c'était sur France Inter, et vous ont passé un extrait de Romain Gary. Ouais. Et Gary disait exactement ce que vous venez de dire. Il dit pour être heureux, il faut éviter de. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une émission, il y a eu cette archive. Ouais. Il dit quoi exactement? J'ai trouvé ça. Ouais. Il dit finalement, pour être heureux, il faut ne pas se multiplier. Il dit le contraire. Voilà. Il parle de. Oui, justement, il dit le contraire. Ouais. Lui qui a été, pour le coup, parce qu'il a eu tellement de vie. Bah oui. Oui, mais il dit ça à 55 ou 60 ans, il a eu tellement de vie. Et il se dit finalement qu'il s'est perdu à vivre toutes ses vies. Mais parce qu'il les a vécues. Il a vécu d'une manière extrême tellement de vie. Donc il se dit qu'il les a... Peut-être qu'au bout du compte, la multiplicité est une absurdité et qu'on devrait avoir une vie... Je sais pas en fait. En fait, moi, je trouve ça toujours absurde de faire des généralités. Mais j'ai trouvé touchant que Romain Gary, effectivement, dise ça. Ouais. Il y a le Covid... Peut-être que toi, ouais. tu feras le podcast du journal Le Monde dans 6 mois. Quoi. Dès que j'ai des problèmes avec mes patrons. Comment tu t'es retrouvé là? Dans cette émission? Ouais. Je voulais pas vous voir, moi. J'avais pas envie. Après, j'avais le choix d'être très désagréable comme la journaliste d'Europe 1. Puis je me suis dit, non, je reçois comment tu étais dans la presse écrite, tu étais en Beau Figaro, c'est toi qui as proposé cette émission? Ouais. Et comment tu t'es retrouvé je viens des chaînes de télévision d'infos en continu. Laquelle?
J'ai fait LCI. Ah, t'es sur LCI? En tant qu'animateur? Bah, j'étais duplexeur, vous voyez. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais été sur, comme ça, devant les... voilà, et puis je suis arrivé au Figaro. Et le Figaro, qui a envie de tenter des choses, a accepté qu'on fasse une émission comme celle-ci. Super. Donc t'étais journaliste voilà, sur le terrain pour LCI. Exactement. Okay. Bon, ça vous plaît pour l'instant l'émission? Ah oui, bah, c'est bien. On mange très bien et voilà. Je fais attention à ce que je dis, parce que c'est ce que je vais faire, mais... Vous parlez beaucoup du Covid dans le livre. Ça aussi, c'est une notion qui change notre rapport à la vie et à la société, au fait qu'on achète autre chose aujourd'hui. Vous dites qu'on on peut s'acheter du temps et que c'est ça notre volonté première, du temps. En tout cas, mon livre, il se passe de 2017 à 2024, donc je ne pouvais pas faire l'économie de cette période qui a poussé beaucoup de gens à s'interroger. On a beaucoup parlé de ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel. Mais quand tu vois, notamment aux États-Unis, la vague massive de démissions, en France aussi, oui, c'est ça. Il y a dans la frayeur, il y a dans la peur d'une maladie qu'on ne maîtrisait pas, il y a eu des réactions épidermiques de se dire où est ma vie, qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Donc ça fait C'est la maladie ou c'est l'enfermement? Je sais pas, les deux sûrement. Mais ça fait écho à ce que je te disais sur le rituel et une expérience extrême qui te pousse à réfléchir à ce qui est important ou pas dans ta vie. Donc, vous, ce changement de vie, vous l'avez déjà eu ou pas encore? Non. Enfin, moi j'ai été gravement malade, donc j'ai le sentiment d'avoir été après une deuxième personne après avoir été opéré du cœur. Mais il me semble très honnêtement que l'écriture, pour moi, c'est mon ailleurs. C'est-à-dire que je change tout le temps d'univers. J'ai l'impression de m'échapper, de changer de vie, de m'échapper de moi-même en fait, en permanence. Je pense que j'ai besoin d'être un écrivain de fiction aussi pour ça. Je me vois vraiment pas écrire sur moi, même s'il y a beaucoup de choses personnelles dans le livre, forcément. Vous avez parlé déjà plusieurs fois, et alors j'y viens, de ce moment dans votre enfance. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dur de parler de ça parce que c'est bon, hein. J'ai envie de manger en même temps. Mais allez-y. Ouais. Oui, alors, j'en ai beaucoup parlé là récemment parce que pour ce livre-là, la mort, on me demande si j'ai vécu le rituel. Je dis non, j'ai pas vécu le rituel, mais je sais ce que c'est la mort. Donc parfois j'ai l'impression d'être un peu dans la redite de... Mais comment vous pouvez savoir ce qu'est la mort? Je l'ai vécu. Mais vous êtes là. Bah, j'ai vécu une expérience de mort, ça existe, tu sais. Une expérience de mort imminente, c'est ça? Ouais, d'avoir plusieurs secondes où tu es en arrêt. Ma mère était à côté de moi, elle me raconte que le regard était totalement parti. Je suis parti dans le tunnel. Ça a duré assez longtemps, le tunnel de lumière, en arrière. Ça s'est passé juste avant mon opération du cœur. Et bon, c'est un peu bizarre de raconter ça en mangeant du poulet là, mais bon, ça fait partie de l'improbabilité des choses, quoi. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là de m'arrêter dans le chemin. D'abord, je souffrais beaucoup physiquement, mon cœur était compressé. Ça a été un grand soulagement physique à ce moment-là. Mon cœur s'était arrêté et ma descente s'est arrêtée. Et je suis remonté. Je suis remonté à la surface en fait. Il y avait l'infirmière qui criait. Et après, j'ai eu aussi, j'ai pas trop envie de raconter les détails de tout ça. Ça m'a rendu extrêmement mystique, forcément. J'ai eu le sentiment d'être protégé après l'opération. Mais bon, voilà. Oui. Voilà. Concrètement, il vous arrivait que c'était quoi? Une maladie, une infection? Ah oui, j'ai eu une infection du cœur, enfin de la plèvre. Mon cœur était compressé. J'étais en plus 2 jours avant au fin fond de la Pologne. Bon, j'ai été opéré et sauvé in extremis. C'est tout à fait soudain. Non, il y avait beaucoup d'erreurs médicales. Ah ouais? Pendant 2 mois, j'avais mal au dos. Le matin, je pouvais pas j'étais compressé. Il fallait faire une échographie du cœur, en fait, mais personne n'y a pensé.
J'ai fait des radios qui ne montrent rien. Mais bon, ça, c'est l'aspect médical en fait de la situation. C'est pas intéressant. Et donc, quand je suis arrivé à Bicêtre, j'ai fait les derniers examens et j'ai vu la frayeur partout autour de moi. Donc on m'a dit que j'allais être opéré sûrement très longtemps, que mon cœur était trop faible donc je ne pouvais pas faire d'anesthésie générale. Donc j'ai commencé à avoir vraiment eu peur. J'étais dans un état de souffrance physique extrême. Je me criais aux urgences. Finalement j'ai eu une anesthésie générale, j'ai été opéré, j'ai été sauvé, puis j'ai passé après. J'ai été biopsé. C'est parti à Pasteur parce que c'était rarissime que j'ai pas le cancer ou la tuberculose après. D'accord. J'ai pas eu de séquelles. Et j'ai cru que j'allais mourir même après quand j'étais à l'hôpital. Voilà. Et alors ce moment à l'hôpital, ça vous l'avez raconté avant le bouquin, c'est le moment où vous entrez en littérature, où la littérature entre en vous. J'aimais pas lire, mais à ce moment-là, l'expérience de la mort, la peur de la mort, a déverrouillé ma sensibilité sur moi. Et puis surtout, j'étais en 91 pendant des mois. Il y avait la guerre du Golfe, j'entendais là dans les couloirs que tout le monde était inquiet. D'abord, j'étais aux soins intensifs au début. Mais plus tard, après, j'ai commencé, voilà, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas... J'ai récupéré plein de livres et j'ai commencé à lire. Et à aimer la littérature follement. J'ai le sentiment que c'était une pulsion de vie en fait qui me sauvait. Vous vous souvenez pardon pour cette question très prosaïque, mais du premier livre que vous avez aimé, là, sur ce lit d'hôpital? En fait, bizarrement, il y en avait plein. Ouais. Il y a eu beaucoup de Dostoïevski. Pour des premières lectures, c'est... Ouais, mais j'ai eu des livres, j'ai eu Kafka, j'ai eu Kundera, Dostoïevski, Camus. Henri Miller. Les trois premiers que vous avez dit, il y a un K dans le prénom, comme c'est vrai, dans le nom de famille. Voilà. Et après, quand je suis sorti, voilà, après j'étais à la Sorbonne, après le bac, et j'ai été dans une boulimie de lecture pendant de nombreuses années. C'est quoi votre début de vie d'adulte? De vie d'adulte, parce que vous n'êtes pas devenu un écrivain célèbre et qui gagne de l'argent très vite. Je sais pas si je suis... Moi, je dirais que c'est le rapport à la paternité, hein, je pense. J'ai eu mon fils à 28 ans, et après ma fille à 40 ans, mais je pense que ça te rend un tout petit peu adulte. C'est pas la réussite professionnelle. Ah donc, oui, mais 28 ans, c'est le moment où vous avez 28 ans, c'est en 2002. Mais alors là, vous écrivez, mais vous êtes encore loin d'avoir fait la délicatesse. Ah oui. Ah oui, jusqu'à 35. C'est quoi cette vie de 20 ans jusqu'à 35 ans? C'est quoi votre vie? J'ai fait plein de petits boulots, beaucoup de petits boulots. J'ai vécu avec très peu d'argent jusqu'à 35 ans. Voilà. Je sais pas, j'avais le sentiment que pour moi, la littérature, c'était toute ma vie, mais c'était pas quelque chose qui allait être concret. Même si je publiais, j'ai envoyé par la poste à 25 ans, j'étais publié chez Gallimard, j'en revenais pas, mais j'avais très peu de lecteurs. J'ai connu plein de moments de loose. Vous faites quoi le jour? À 25 ans, vous envoyez votre... Mais vous faites quoi le jour? Vous écrivez, mais... Alors là, je travaille j'étais à la Sorbonne, ouais. Et il fallait faire un stage. Donc ils m'ont dit les éditions Lattès. Il fallait faire un stage dans l'édition. Je me suis retrouvé chez Lattès, je savais même pas ce que c'était moi une maison d'édition. Je savais même pas ce que c'était un service de presse. Je savais même pas ce que c'était l'édition contemporaine. Je n'avais jamais lu un livre contemporain. J'ai lu La Moustache d'Emmanuel Carrère, ça me paraissait improbable de lire un auteur vivant. Jusqu'à 22-23 ans, d'accord. Je suis arrivé là-dedans et après j'ai pu être à mi-temps dans les maisons d'édition, mais j'étais pas je m'occupais plutôt de livres improbables comme un recueil de Black Beige, le livre qui donne la frite, j'étais de Pierre Bellemare. C'était super, hein. Mais j'étais pas, je m'occupais pas de romans en fait, j'étais pas dans le milieu littéraire. Et après, j'ai été à mi-temps, donc j'écrivais tous les matins. Okay. Comme j'étais à mi-temps, j'avais aucune responsabilité. Hein. Et évidemment, quand j'ai envoyé mon manuscrit, à 25 ans, c'était impossible pour moi d'envoyer un manuscrit à quelqu'un que je connaissais. Ah, donc la thèse, vous ne leur avez pas envoyée? Mais non, mais tu peux pas imaginer à quel point j'aurais été gêné. J'ai envoyé à personne des gens que je connaissais. Et même autour de moi, personne ne m'avait lu.
ni ma famille. J'étais trop, je sais pas, je me sentais un peu ridicule, quoi. Et là, Gallimard sent le truc. C'est Gallimard qui accepte. Non, mais ça, j'en vois. Vous vous souvenez de ce premier jour, vous avez quoi? On Tu vous me a demandes appelé si je me souviens, mais c'est inoubliable dans ma vie. Ah bah oui, Et j'imagine. même le jour où j'ai vu mon livre publié dans La Blanche, je resterai. Parce que dès le premier, c'est dans la blanche. Ouais. Toi qui voulais une année, je vais te raconter après. Donc, mon livre, je l'envoie à 5 maisons d'édition. Ouais. Il est refusé partout. Et je me dis, bon, bah voilà, c'est fini. Et j'oublie totalement qu'il me reste Gallimard. Là, Gallimard, je reçois 4 mois après un coup de fil du comité de lecture qui me dit, ouais, Jean-Marie Lacaptine a aimé, intéressé. Je dis, ah bon, mais ouais, Grasset aussi intéressé, tu parles Grasset. C'est pas vrai. Ouais, j'ai dit pour déconner en fait. Il me dit, il voulait me voir en 2001. Et le lendemain, je partais en voyage de noces pendant un mois. Donc je suis resté un mois sans savoir ce qu'il me voulait en fait. Finalement, je l'ai rencontré. Quand je suis arrivé à l'accueil chez Gallimard, je me suis dit, mais ça se trouve quelqu'un m'a fait une blague. Et j'ai vu ce Jean-Marie Lacaptine avec sa moustache. C'est quelqu'un qui a changé ma vie, voilà. Il a aimé. Après, t'oublies jamais ces moments-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que je voulais rendre le truc un peu. Je me souviens, j'ai reçu mon contrat Gallimard. Ouais. Et je me suis dit, tiens, il faut que tu le signes quelque part où tu dois t'en rappeler toute ta vie. Donc je descends au métro Saint-Germain, je cherche un endroit pour me dire, mais où est-ce que je vais signer mon premier contrat? Et là, je vois BHL. C'est pas vrai. Ouais, dans la rue, comme ça, il rentre. Oui, en même temps, métro Saint-Germain, oui, ils traînent dans le coin, quoi. Oui, oui. Je me dis, tiens, je vais aller voir BHL. Je ne connais pas, hein. Évidemment. Vous lui montrez. Non, je lui dis, excusez-moi monsieur, je vais signer mon premier contrat de livre, j'aimerais m'en rappeler toute ma vie, je viens de vous voir et vous voulez bien être le témoin. Il me dit, mais c'est quel livre? Très sympa d'ailleurs. Ouais, bah, il a dû voir un écrivain, ça lui a Ouais, il m'a dit, mais c'est chez Gallimard, très sympa. Et puis il m'a dit, bon allez, on se le signe ce contrat. Et j'étais là et sur un coin de 10%. table. Non, ouais, j'ai signé, je lui ai dit au revoir et je l'ai recroisé une fois dans ma vie, mais voilà, mais quand on a 25-26 ans, qu'on publie son premier roman, c'est inoubliable, quoi. Et d'ailleurs, l'émotion de recevoir le livre, ouais, ça reste. Et donc là, on se. Et puis j'ai fait ma première télé à ce moment-là, avec Zeller. Ouais. Voilà. Et vous vous souvenez du montant du premier raconte? Ah bah, c'est chez Gallimard, c'est 0, je crois. Hein. À 0? Il va voir? Bah non. Je sais pas comment ça se passe. Non. T'es déjà hyper content d'être publié. Ah donc merci, pardon, Non, peut-être 1000 €, je sais pas. Non, t'as pas de. T'envoies un premier roman par la poste, il te publie. Enfin, t'as pas d'avaloir, je crois pas. Hein. Dans mon souvenir. Mais de toute façon, pendant des années, je me suis jamais dit je vais gagner ma vie avec la littérature. Combien vous en faites avant de faire la délicatesse, c'est mon 8e roman. Et encore une fois, c'est ce que je te disais. Publiés Je te disais tout à l'heure. Qui se vendent à quoi, 3000 exemplaires. Alors le seul qui s'était vendu un petit peu, c'était Le potentiel érotique de ma femme. Oui, mais le titre, déjà, il donne envie. Grâce au titre. Pour moi, c'est normal. Hein. Ça me paraît 99% des romans. C'était pas pour moi, je me suis dit. Oui, mais est-ce qu'à un moment vous dites, bon allez, là j'aimerais bien qu'il. Non. Tu vas me dire, tu vas pas me croire si je te dis ça, mais vraiment pas. Non. Non, j'avais peut-être envie d'être à la rentrée, d'avoir peut-être un prix à un moment donné. Voilà. D'avoir un prix. Mais d'un coup rencontrer le grand public, comme ça s'est passé avec la délicatesse, de toute façon c'était imprévisible. Hein. Alors, la délicatesse, quand vous l'écrivez, est-ce que vous sentez quelque chose d'un peu supérieur ou non? C'est la même chose, c'est comme les autres. Personne. Non mais je sais pas. Tu peux vérifier. Vous passez d'un livre qui est vendu, deux livres vendus à 30 exemplaires à un livre vendu à 1,5 million. Le premier tirage, c'est 4000 exemplaires. Chez Gallimard, à la rentrée 2009, ils ne misent pas du tout sur moi. Il y a Marie India qui va avoir le Goncourt. Il y a Yannick Enel qui a eu l'Interannée, je crois. Il y a Wiazemski. Non, par contre, c'est mon premier livre qui a un accueil critique un peu. Pivot fait vraiment une très belle. Pivot était très important à ce moment-là pour moi. Il fait une très belle chronique et il y a Lamberto ici dans le. Et puis, surtout, c'est mon 8e livre et c'est la première fois que je suis sur les listes des prix littéraires.
Ok. Donc je me dis, tiens, il se passe un truc quand même. Et comment Mais on il se vend passe pas. de 4000 Non, il se vend pas. Au début, il se vend pas. En fait, il s'est vendu en poche. Comment ça s'est fait? À quel moment, d'un Lui, seul c'est- coup, la courbe fait comme ça? Ah, mais on sait pas. Le livre s'est vendu à 40 000 exemplaires. Puis après, on en a Ça, plus. ce qui était super. Et incroyable. Ouais. On n'en a plus du tout parlé. Parallèlement, on arrive avec mon frère, on fait le film. Donc on va Audrey Tautou, c'est incroyable. François Damiens. Et là, on est en tournage. C'est vraiment improbable. Hein. C'est notre premier film. Audrey se dit, bon, je vais faire un premier film, ça va être Ouais, marrant. c'est avec sympa François avec les Damiens. deux là. Ouais. Et là, premier jour de prépa, le livre sort en poche et les numéros 1 des ventes. C'était totalement improbable. Et il est resté numéro 1 des ventes pendant 1 an et demi. Et là, j'avais l'impression d'être Truman Show, quoi. Je voyais tout le monde le lire. J'ai cru que Ah oui, c'était... non, mais alors, non, mais c'est vrai. ouais, Là, vous mais êtes dans le métro et vous le. partout. C'était totalement... En plus, je puis- sais que vous prenez le métro parce que je vous ai croisé une fois dans le métro. Ah ouais? Je venais d'arriver à Paris. Ouais. Non, ça. C'était à Tu viens l'hôtel d'où, de toi ville. Moi, je viens d'Annecy et je fais mes études à Nice. D'ailleurs, à l'école de journalisme de Nice, on nous avait fait lire des souvenirs. Ah ok, super. Et donc, c'est pour ça que je vous connaissais. Donc t'es venu de Annecy, Nice, et tu m'as vu dans le métro. Quelle ligne? La ligne 1. Ok. Au revoir. Donc, je sais que c'est vrai. Vous prenez le métro. Ah, parce que tu vois que c'est un mytho pour le... Non, mais vraiment, je sais pas, mais... Je prends le métro tous les jours. Ça fait bien de dire qu'on prend le métro Ah bon alors qu'on le prend pas. Parce qu'on est un auteur à succès. Je crois que tu es très loin d'imaginer la vie que j'ai. Hein. Et alors, mais c'est-à-dire, vous voyez des gens lire votre livre. Ça, c'est une sensation incroyable. Il y a signé le contrat, il y a le voir publier et il y a le voir quelqu'un le lire. Les premières fois, oui, j'ai vu des gens... alors, il y avait une femme qui lisait dans le train et après, elle me dit « Oh, incroyable, elle lit mon livre. » et une demi-heure après, je la voyais la bouche ouverte en train de dormir. Tu peux avoir des déconvenus aussi. Hein. Tu peux avoir des looses. Hein. Comme quand tu es la première fois... Moi, j'adore Question pour un champion. J'étais une question, j'étais trop content. Julien Lepers. Et alors, personne ne m'a trouvé, quoi. C'est pas vrai. Ouais. On devait deviner David Fakinos. Ouais. Et on vous a pas trouvé. Bah non. Il y a même un mec qui a dit Welbeck. Ah bah voilà, on est. Ouais, quelle tête, ouais. Ça vous plaît? Ouais. Hyper bon. C'est moins épicé que dans vos On va souvenirs finir, je encore. mange hyper lentement, donc on va finir à minuit, hein, l'émission. Après, c'est vous qui avez décidé d'aller dans un troisième lieu. Hein, et on va se faire engueuler par là-bas. Quelle heure il est? Ah, je sais pas. Attendez. Quelle heure? Il est 22h08. Bon, ça va. Super, on y va après. On est bien. On est On va bien. aller chez Coco après. Ok. Alors, 1,5 million. Donc toi, t'es arrivé de Annecy, ok. Genre, T'as pris le métro, la ligne 1, tu Ouais. m'as vu. Et tu t'es dit que t'es un pétard. putain, ça y est, je suis à Paris, quoi. Bah, c'est vrai. Ah, t'avais ce truc de... On voit pas un Et écrivain t'es dans arrivé, le tramway à T'as Nice. cherché du travail ou t'es arrivé à Paris pour LCI? Non, je suis arrivé à iTélé. Au début. Tu t'es d'accord. En stage. Avant la grève alors. En stage, pendant la grève. En 2016. Exactement. T'étais au concert de soutien au Bus Palladium. Ouais. Avec. Bruce Toussaint qui chantait. Qui chante Johnny. C'est vrai, incroyable. Ouais, incroyable, on se verrait toute ma vie. Tu vois, je sais. Mais il faut pas révéler ce genre de choses. Si on peut. Bruce Toussaint chante Johnny Hallyday comme personne. Il chante hyper bien. Il a chanté le blues. Non, mais il chante, c'est incroyable. Donc on s'est recroisés là-bas alors. Arrête de me suivre. Hein. Non, mais ça, effectivement, on se connaissait pas. UTL, LCI, Figaro. Ok. Exactement. 1,5 million d'exemplaires. Pardon, je reviens à cette question d'argent. Je sais qu'on parle pas d'argent, mais là, votre vie, elle change complètement. C'est-à-dire que vous... Enfin, Non. si. Si. Non. 1,5 million de livres vendus, comparé à 2000, là, vous devenez peut-être pas riche, mais vous êtes aisé, là, vous pouvez vous acheter un appart dans Paris. Enfin, la vie change. Alors, 1,5 million, si tu veux parler d'argent, Oui. à l'époque, j'ai un taux ridicule de 5%, je pense, sur le poche. Donc, tu vends 1 million de poches. À 8 euros. Enfin, je sais pas, mais ça, en fait, j'ai dû gagner 200 000 euros avec les impôts, j'ai dû gagner 100 000 euros. Enfin, je sais pas, grosso Oui, modo. donc c'est bien, C'est mais énorme c'est- pour moi, mais ouais, je suis ouais. pas riche et je m'achète pas un appart. Hein. Enfin, c'est pas mieux que ça. Non, après, et encore Et une après, fois, ça change. après quand je fais Charlotte, tu vois, je me dis je vais plus vendre de livres. Hein. Après, tous mes livres, après, depuis 10 ans, marchent. Donc là, effectivement, je Là, vends là, toujours vous le avez- métro. Mais Non, vous mais avez acheté un j'ai appart. gagné plus d'argent, bah, j'ai acheté un appart. Quoi. Ouais, enfin, non, Ça change pas du jour au lendemain.
Si tu veux me faire croire, tu veux me faire dire que c'est le moteur, je crois pas. Non, c'est pas du tout ça, mais Pour moi, hein. non, mais c'est pas une question de D'abord, moteur. regarde mais comment je suis habillé. On parle de changement de En vie, gros. et d'ailleurs, c'est un des thèmes du livre, mais votre vie change Non. forcément. Quand on passe de 3000 exemplaires, 4000, 5000 à 1,5 million, vous rentrez dans une autre dimension. Non. Non, alors. Tu peux pas, si je dis ça, ça paraît. Moi, j'ai pas le sentiment du tout d'avoir changé dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre. Non. Après, je vis. J'ai une liberté absolue. J'ai plus de compte à rendre à personne. J'ai pas de patron. Voilà, j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime, mais après, quotidiennement, non. Après, oui. Je suis traduit dans pas mal de pays, donc je voyage de temps en temps. Je peux offrir des choses belles à mes enfants. Mais bon, je veux pas dire, si tu me suis au quotidien, tu verras que je crois pas avoir. C'est ce qu'on va faire, déjà. Bah, avec plaisir. Hein. Tu me verras toujours sur la ligne 1. On y va ou pas? Ah, attends, Non, mais ouais, je oui. laisse finir. Enfin, Ouais, je veux faut y pas aller, vous- ouais, on y va. vous presser Ok, non plus. ok, c'est hyper bon. C'est bon, hein? Ouais. Où est passé le Tu plat dois de faire de viande? la pub Il pour est le là, truc ou pas le plat? Ouais, c'est parfait. On est où? Tu ne veux pas donner l'adresse pour Alors, figurer on est à Dongné Chicken, Ouais. 51 rue de Je Richelieu. ne connaissais pas. J'ai découvert. Et on est ici, donc il faut le préciser, parce que dans La Vie Heureuse, vos personnages vont en Ah oui, Corée c'est du vrai, Sud. les gens se demandent pourquoi. Non, mais il y a des gens qui arrivent à ce moment-là sur Figaro.fr et ils se disent qu'est-ce Mais que comment fait ils peuvent David arriver à ce moment-là? Ah oui. Bah, peut-être qu'avant ils travaillent, ils dînent Oui, avec non, mais- voilà. J'ai le sentiment que cette vidéo sera plutôt vue Ah, ce sera le cas. quand j'aurai 70 ans. Dans le futur, bah, ou dans 2 jours, hein, vous voyez. Dès que toi, tu présenteras le JT de 20h là. À la place Vous de viendrez. Gilles Si un jour je présente le 20h, vous êtes Quelle mon est ton premier invité. ambition, toi Ton ambition pas au sens péjoratif, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimerais écrire, animer une émission de télé, c'est quoi ton rêve? J'aimerais bien animer une émission de télé, Animer une mais émission faire de des télé. émissions de télé. Malheureusement, je trouve que la télé elle s'endort un peu en ce moment. Mais ça serait quoi une référence? Il faudrait trouver quoi faire. Je trouve que ce qu'on fait là est assez original, par exemple. Il faudrait trouver un talk concept. show, Ouais, mais je trouve que ça tourne un peu en rond. Par exemple, Yann Barthès a inventé tout un tas de trucs il y a 15 ans. Ouais, Mais je trouve qu'aujourd'hui, il tourne un peu en rond. ouais. Mais il a des personnes. Ouais, mais est-ce qu'on Il a l'a des pas bons vu comme lui. Mais en effet, il a inventé Des un truc. Et chroniqueurs, aujourd'hui, ça. tout le monde fait comme lui. C'est-à-dire même BFM, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus un seul Français qui se fait avoir par des éléments de langage des politiques. Et ça, c'est grâce à Yann Barthès, par exemple, je pense. Oui. Mais tout le Sur monde la le fait. politique, Sur BFM, aujourd'hui, on démontre les éléments de langage des politiques. Ce qu'on faisait sans doute pas dans les médias On ne classiques. pas avant. Mais aujourd'hui, ça tourne un peu en rond. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va réinventer la bonne T'as un émission. peu que tu vas être le nouveau Yann Barthès, quoi, peut-être. Mais c'est ça ta référence. Il y en a. Non, mais Yann Barthès, même pas pour ce qui. Mais c'est pour le fait qu'il a inventé un truc, quoi. Comme Ardisson a inventé un truc il y a des années. Oui, c'est vrai, à l'époque, le petit journal et tout ça, c'était vraiment. Mais toujours l'émission, elle est plaisante. Et vous, c'est quoi votre ambition? Je sais pas, je peux me poser la question parce que j'ai écrit des livres, j'ai fait des films, du théâtre. Là, je travaille peut-être sur une série. Ah bon? Ouais, Et la chanson? C'était un rêve originel, ça. La chanson, j'ai été vraiment pathétique, quoi. C'est-à-dire écrire des paroles ou musicien en tant que musicien? Vous avez déjà écrit des paroles? Ouais. Pour qui? Bah, la seule qui est enregistrée, c'est Angoun. Ah, c'est bien. Une chanson de Angoun, ouais, super. Ouais. Mais après, on m'a souvent proposé, puis après, c'était à chaque fois compliqué. Ah bon? Ah oui. Non. Pourquoi? Moi, j'ai travaillé avec des artistes, puis il y avait des intermédiaires, et puis voilà. Puis, donc j'ai laissé tomber, j'en avais marre. Mais Pas assez sympa, quoi. non, mais je sais pas, je pourrais me dire qu'est-ce que je pourrais faire, comme parfois je me pose cette question. Il y a peut-être d'autres métiers dans la transmission, je sais pas. Bah, le changement de vie, c'est le moment jamais. Hein. Peut-être que je pourrais animer un truc sur Figaro. Il paraît Vous que voulez postuler c'est un peu en déclin là. Mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Bon, moi je vais repartir avec ma plaque. Allez, on est reparti. Bon, écoute, j'espère que tu auras un doggy bag et que. Il est là. Génial. À 23h, tu te barres et tu vas bouffer. Alors attends, hop. Ouais, il faut quand même que j'aille payer. Vous voulez aller aux toilettes ou pas? Non. Ah, tu dois payer? Ah C'est bah pas oui. prépayé par la fraude. Bah viens, on va aller voir, on va leur demander. hein.
Je prends le doggy bag, Riyad. Oui, très bien, merci beaucoup. Combien on vous doit? Oui. Par carte, s'il vous plaît. Hyper bon, hein. Vraiment c'est hyper bon, c'est trop sympa. Hein. Ah, j'adore cet endroit, franchement. Donc on a fait la dernière fois la France 2, j'ai fait ici. Comment? Ouais. Oui. Ouais, pour le journal de 13h, là, j'ai découvert cet endroit, c'est magique. Hein. Vous avez du monde tout le temps en fait. Hein. Vous avez du monde tout le temps ici. Ouais, c'est le plus connu ici, quand on tape restaurant coréen. Bon bah super, merci pour votre accueil, on a très bien mangé. Ah bah on a fait de la pub, hein, parce qu'on a dit qu'on était là. Voilà, donc les gens du Figaro. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à la prochaine. Hein. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Putain, j'ai maintenant. Ah tiens, je vais boiter pour le. Aïe. Après, vous êtes bloqué la jambe? Ouais, non, j'ai eu les fourmis dans les jambes avec le. On est où là? On va par ici? Il faut qu'on aille à l'opéra. Ah, on C'est y va par à là. pied? Bah oui, ah on y va ouais, à t'as pied, raison, on enfin. a arrêté le. Ah, vous attendiez la arrêté voiture. le- Vous Non, voyez, non. vous prenez pas le métro, vous attendez votre chauffeur. Mais c'est pas, j'ai aucune idée de. Oui, effectivement, si on va à l'opéra après, c'est juste à côté. Ouais. J'ai retenu une phrase, J'avais fait exprès de proposer des lieux. une dans phrase le même de coin. votre livre Donc j'ai bien fait de garder ça alors. qui Ouais. m'a intéressé. Quand on met un écran à disposition, Attends, fais gaffe. Hein, ouais. le choix est vite fait. Vous parlez de la Ouais, lecture, ouais, on passe par là. Face à un livre, quand on met un écran à disposition, le choix est vite fait. Bah non, mais c'était parce que c'était une scène dans l'avion. Si tu vas, c'est vrai que si tu vas dans un avion, maintenant, comme tu as l'écran, tu vois devant, tu te promènes dans un avion, il y a 3 personnes qui ont un bouquin. Les gens les regardent des films, jouent. Quand tu as la concurrence comme ça de l'écran, c'est sûr que le jour où dans les trains, tu auras des tablettes en face, tu vas voir que déjà, il y a de moins en moins de gens qui bouquinent. Hein. Mais en même temps, très honnêtement, moi je vois bien, on disait il y a quelques années à quel point les gens n'allaient plus lire et que ça allait être une sorte de déclin. Moi j'ai vu, alors d'une manière un peu étrange, il y a eu quelques TikTok et tout ça, enfin des chroniques qui font que certains de mes livres comme Vers la beauté ont été beaucoup relayés et je vois beaucoup de jeunes maintenant dans les rencontres, dans les dédicaces. Et il y a toute une nouvelle génération. Donc tout n'est pas perdu. La littérature n'a pas perdu. Moi, je trouve de ça. il y a rarement eu autant de vitalité. Là, je vois, alors c'est pas tout n'est pas forcément bon, mais en tout cas, tu vois qu'il y a, attention, il y a toute une nouvelle génération de. Normalement au cinéma, t'as un mec qui te tient. Attends. Mais là, tu le laisses en kamikaze, ton pote. Non, mais là. c'est le seul qui travaille. Bah, je le dis toujours. Non, mais t'as toute une nouvelle génération qui lit, tu vois, sur les réseaux sociaux, ils partagent des livres, même Instagram. Enfin, moi, j'ai un vieux Facebook de dépressif, mais tu vois. Quel est votre regard sur la littérature contemporaine? Est-ce qu'elle est pas un peu timide? Tu me vois arriver là dans la rue, dire, alors moi, mon regard sur la littérature, c'est Bah timide. oui, bah, enfin, vous êtes c'est écrivain, tout des cons, vous avez un pardon, regard. Mais non, je sais pas. D'ailleurs, qui sont les Timide, écrivains que vous n'aimez pas? pourquoi tu dirais timide? Bah, tu veux essayer de me faire dire, non, mais alors, si tu crois qu'en me payant un burger coréen, tu vas réussir à me faire parler, t'es loin du compte, faut qu'elle dure beaucoup plus longtemps ton émission. Alors, qui sont ceux que vous aimez moins? D'abord, on se connaît tous. Les Ah ouais. écrivains. Donc, ah tiens, La Belle Époque. Une fois, j'ai dîné là. Et il y a Tarantino qui est rentré dans le restaurant. Non. Et franchement, j'ai rencontré des personnalités, mais j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que les gens se sont d'un coup arrêtés De totalement parler. de parler et on aurait pu aller à La Belle Époque, regarde, c'était sympa. Les gens se sont complètement arrêtés de parler et il y a eu un silence totalement. Ah bah moi, j'ai vu ça une seule fois, et on en a parlé tout à l'heure, c'est avec Avec Alain qui Delon. Il est arrivé, vous voyez, une régie de télé, où ça ouais. parle, il y a du bruit, où ça. Et là, il est rentré. Silence. Là, c'est ça, voilà. Alain Silence. Delon. T'as très peu de personnalité où voilà, c'est à ce Mais niveau-là. alors, je me demande toujours, est-ce que c'est parce qu'il est connu que les gens s'arrêtent, ou est-ce qu'il est devenu connu parce qu'il avait cette prestance, vous voyez, et qu'il faisait déjà cet effet? Il paraît qu'il faisait cet effet déjà même avant. Ouais, Avant d'être connu. Ouais, je pense qu'il avait un physique extraordinaire. Mais alors, c'est par là, tu crois? Ouais. Oui, on va remonter le boulevard. Donc, non, mais en fait, le truc, c'est qu'on se connaît tous, les écrivains, plus Ouais. ou moins.
et maintenant ça fait longtemps que je publie. Il y en a plein que j'aime aussi à titre amical. Donc timide, ça veut dire quoi? Tu dirais timide? Non, moi je trouve qu'il y a une vitalité. Est-ce qu'il y a quand tu vois le succès de Neige Sino, il y a des livres forts quand même. Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure dans l'écriture? Est-ce qu'on peut avoir peur d'aborder certains sujets aujourd'hui? Moi je sais pas. Moi je peux pas trop répondre à ce genre de trucs un peu. Tu vois, des généralités parce que je ne sais pas en fait. Je poursuis ma question. Qu'est-ce que vous pensez des sensitive readers? Ah ok, non mais oui d'accord, si tu parlais de ça, je trouve que ça aussi c'est une... On peut expliquer ce que c'est avant. Ce sont des écrivains qui surveillent et qui font attention à ce que un propos d'un écrivain ne choque personne. Ouais. Bon moi je suis pas là-dedans, hein. Peut-être que je suis je sais pas, c'est pas du tout pour moi. Je trouve qu'être relu pour aseptiser ou en tout cas, bien sûr on n'a pas envie de choquer quiconque, ça a une importance qu'on décrit, mais je pense que tu vas pas te mettre des limites. Surtout la fiction, ça permet aussi de faire vivre des personnages qui sont pas forcément ceux avec qui tu as des affinités ou tu penses les mêmes choses. Je pense qu'il faut quand même considérer que peut-être davantage encore pour la littérature, il faut essayer de combattre pour préserver un terrain de liberté, d'expression et de... Mais ça, je l'ai quand je fais des films aussi. Hein. C'est-à-dire les tu peux artistes poser des questions, de scénarios, te dire est-ce qu'on a le droit de dire ça, pas ça. Tu as totalement raison quand tu parles, peut-être pas d'autocensure, mais en tout cas, il y a des choses qui ont évolué. Moi, ça m'est déjà arrivé que, par exemple, j'ai une jeune fille qui a lu La Délicatesse, j'ai écrit il y a 15 ans La Délicatesse. Elle me dit mais pourquoi vous dites ça? Je dis à un moment donné, elle est au pic de sa féminité ou une phrase à la con, je sais pas, peu importe. Et ça la gêne. Donc il y a aussi une évolution de façon de voir les choses et on peut l'entendre. Mais après voilà, je crois qu'il faut aussi pas devenir complètement. Tu parlais tout à l'heure de la pétition contre Tesson. Il faut tout faire pour préserver le plus de liberté possible, quoi. Et pas être soumis à l'angoisse en permanence de se dire. Personne n'a envie de blesser personne, mais il y a des limites aussi à la liberté. Est-ce que c'est par exemple, vous êtes attardé sur le cas Harry Potter, sur J.K. Rowling? Ouais. Est-ce que cette cancel culture, elle peut vous énerver? Moi, par exemple, J.K. Rowling, j'ai écrit ce livre sur le casting d'Harry Potter, le numéro 2. Donc on m'a posé la question. Moi, dans mes dédicaces, j'ai vu des gens qui sont venus me voir en me disant moi, j'adorais Harry Potter, mais c'est fini, on ne la lira plus jamais. Il y a des gens qui m'ont montré des tatouages effacés. Hein. Donc elle a visiblement blessé et violenté certaines personnes par ses propos. Et pourtant, quitte à... Enfin, je respecte ce qu'ils ont pu ressentir, hein, mais moi, je l'ai défendu à fond. Pour moi, elle a le droit d'exprimer exactement ce qu'elle veut dans la limite de ce qu'on peut... Il y a des lois pour dire ce qu'on peut exprimer ou pas exprimer. Donc pour moi, il y a cette liberté d'expression qu'elle a. D'ailleurs, d'une certaine manière, paradoxalement, je trouve ça très courageux de sa part pour quelqu'un qui a autant de lecteurs. Alors, c'est paradoxal parce qu'elle a aussi blessé beaucoup de gens qui avaient foi en elle et qui l'écoutaient et qui ont été blessés par ses propos. Mais moi, je n'adhère pas à tout ce qu'elle a dit, mais je trouve que c'est essentiel qu'on puisse s'exprimer de la manière qu'on veut et que de là à aller jusqu'à brûler ses livres ou l'effacer de l'histoire d'Harry Potter ou des choses comme ça, ça me paraît délirant. Il faut se battre pour la liberté d'expression de chacun tant que dans les limites de ce qui est la loi. Est-ce que vous dites, je vous ai lu, la cancel culture empêche une forme de nuance? Ouais, C'est-à-dire oui. Là, regarde la brutalité. On se dit pas, tiens, on réfléchit pas à ce qu'elle dit, on est d'accord, on n'est pas d'accord, est-ce qu'elle a le droit de le dire, pas le droit de le dire. On dit, bon allez, c'est bon, on lui brûle ses bouquins. Tu vois de la nuance là-dedans. On assassine la nuance, il y a des choses excessives. C'est pareil aussi parfois sur certaines affaires, où tu as des gens qui sont mis en accusation et la présomption d'innocence est totalement bafouée. J'ai vu par exemple
la série de Nicolas Bedos, voilà, il a quelqu'un qui porte plainte, voilà, il respecte lui-même cette plainte, il l'accepte, ça va être défendu et discuté voilà, forcément dans un tribunal. Et c'est pas faire injure à la plaignante d'estimer que pendant le temps de l'enquête, il doit pas être, comment dire, cancellé. Et c'est vrai que toute sa série Amazon est sortie dans la plus grande discrétion. Il a été tué médiatiquement. Donc parfois il y a des choses qui, ouais, ça manque. C'est pas une question de c'est pas qu'une question de nuance, c'est aussi respecter des lois. La liberté d'expression, elle est légiférée par certaines choses. La présomption d'innocence, il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à ça. Voilà, donc ça me paraît. Moi je dis Caroline, oui, j'ai fait cette interview où il me semblait voilà, qu'elle a le droit d'exprimer ce qu'elle veut. Donc pas de sensitive readers pour la vie heureuse. Tout comme. Non, parce qu'il y a eu une polémique au début de la rentrée littéraire de septembre. Ouais, j'ai vu avec Nicolas Mathieu, l'ancien prix Goncourt. Qui a fait un très bon texte d'ailleurs là, Nicolas, sur Tesson. Sur Tesson, ouais. Mais sur ce Kevin Lambert, je sais même pas en fait, j'ai pas suivi assez en détail le propos, effectivement, qui lui a dit qu'il a utilisé des sensitive writers. Mais dans toutes les maisons d'édition, il y a des relectures juridiques de certaines choses. Oui. Hein. Donc après, sensitive, ça va peut-être trop loin. Mais il y a des relectures juridiques de livres. Moi, par exemple, mais parfois sur des détails, on me dit, bah, t'es sûr que il doit travailler chez Decathlon parce que tu te moques du slogan. Je dis, ah, ça va, on s'en fout. Ouais. Ah ouais, mais c'est normal. Les éditeurs sont frileux. Mais je vois pas Decathlon m'attaquer parce qu'on se fout de la gueule de la fond la forme. On s'en fout, faut pas non plus être frileux. Moi, je dis non, mais c'est bon. C'est bon. Allez, ça passe. Et puis sinon, c'est moi qui paye. Non, mais ils vont pas. Très souvent, on est dans une ère de frilosité. C'est-à-dire, on te dit, ouais, mais ça peut blesser un tel, ça peut machin. En fait, les gens s'en foutent. Tu vois un mec chez Decathlon dire, ah bah nana, bah bon, je me moque pas de Decathlon, mais si le mec il bosse chez Decathlon dans mon roman et qu'il se fait chier chez Decathlon, je veux dire, c'est pas faire injure à Decathlon, ça peut arriver. Il y a des mecs qui se font chier au Figaro peut-être, je sais pas. Il n'y en a aucun. On peut se faire chier, pardon, je vous reprends. On peut s'ennuyer quand on écrit. Oh. Tu sais, des fois vous êtes ennuyé, vous dites là je m'agace, je m'ennuie tout seul. Ah, mais parce que tu crois que quand j'écris, je me dis tous les jours. Moi je suis un génie. Tu sais, quand n'importe quelle personne qui écrit ou qui crée est confrontée en permanence à ses propres limites, tu es en lien avec ta médiocrité, tu te dis, bah, tout le monde aimerait être meilleur, tout le monde aimerait pouvoir faire ceci. Enfin, moi, il y a plein de moments où je vis ce que tous les écrivains et voilà. Bah, tu disais, tu voulais que je meure là pour faire la promo de mon livre. Ah ouais, si ton caméraman en plein Figaro, là, tu lances ta. Mais ce qui est bien, c'est que la caméra, vraiment la promo de ta. La caméra est équilibrée, donc même s'il tombe et qu'il lui arrive quelque chose de grave, on le verra même pas. Mon pauvre, franchement, j'espère que tu savouras ton poulet tout à l'heure parce que. En plus, c'est moi qui lui porte. Hein. Vu comment t'es exploité, il porte la caméra, ouais, il est là, attends. Et encore en plus, bon. Non, mais de quoi, Non, mais bien sûr, tu es tout le temps en train de te dire, moi, il y a plein. Mais tu sais, mais même. Moi, par exemple, je me sens très éloigné de mes premiers livres. Ah oui? Bon, je les aime pas vraiment, je les déconseille. Donc, je suis pas tous les jours en train de me dire, tiens, putain, extraordinaire ce que j'ai fait, loin de là. Hein. Même là, je vais me dire, voilà, est-ce que j'ai bien fait de faire cette interview Vous êtes en train de le regretter? Pas encore. Non, le poulet était très bon. Le poulet était très bon. Donc là, on va chez Coco. Ouais. Tu connais? Non. Ok. Pourquoi là-bas? Parce qu'en fait, tu m'as demandé des lieux. Et au grand risque, puisque tu penses que j'ai une vie maintenant extraordinaire, de succès. Ah oui, mais la vie d'écrivain, j'imaginais que je vis avec ma fille, je sors pratiquement jamais. Donc quand tu m'as demandé des lieux j'avais aucune idée. J'ai aucun endroit où je vais régulièrement. Et il se trouve que je suis venu déjeuner une fois ici, j'ai cherché un endroit autour de restaurants coréens. Je suis venu déjeuner une fois ici pour le prix Flaubert. D'accord. Je suis président du prix Flaubert, ce qui me touche parce que j'ai fait ma maîtrise sur Flaubert. Donc tu vois, c'est une belle boucle pour moi. Et j'ai découvert ce lieu qui est magnifique,
qui est le restaurant en fait, de l'Opéra. Et il y a un bar, voilà. Donc je suis venu une fois déjeuner il y a 1 an ou 2. Alors là, on voit pas vraiment l'opéra, il y a de la pub. Ouais. Mais T'as Aude Rochasse. quand on est venu faire une émission avec Dorothée Gilbert, Danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Super, ouais. Ouais. Dans l'opéra, mais alors on était déçus parce qu'on avait vraiment la bâche, quoi. Ah, t'as fait la. Ah, bah c'est génial. Ouais. Non, Ah, mais mais c'est alors, vrai, je crois que c'est c'est vrai pareil, qu'elle est c'est super pas ton émission pour ça. Toutes les semaines, vous devez faire des trucs, rencontrer des gens, Ah oui, c'est aller là. dans des endroits sympas, quoi. Et, alors, et Paris, parce que vous êtes un Parisien, vous. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vécu en banlieue toute mon enfance, mais ouais. 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 Oui, mais pour nous autres, les provinciaux, la banlieue, Oui, c'est oui, pareil. ouais, c'est vrai, t'as raison. Vous êtes un Paris. Puis surtout, j'ai été au lycée à Paris aussi, ouais. Comment vous la vivez, cette ville? Est-ce que vous pourriez la quitter? Je crois, ouais. Je crois que c'est la première fois que je dis ça de toute ma vie. Hein. Ah ouais. J'aime tellement Paris, mais là j'en ai un peu marre de Paris. Je pourrais, pour l'instant non, parce qu'il y a l'école de ma fille, mais peut-être plus tard, oui, c'est possible, je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, j'ai la chance de pouvoir être libre professionnellement, donc pouvoir partir quelques mois ailleurs, j'en ai de plus en plus envie. Vous iriez où? Mais j'aime moins, j'irais peut-être en Allemagne, à Berlin ou à Los Angeles, donc il n'y a rien à voir. Bonjour. Bonjour, on va au bar du Coco qui était prévu en fait pour le Figaro. Merci beaucoup. Merci. Il y a de la musique C'est par ici, je pense qu'on nous... Ouais. C'est très beau. Donc on est dans l'opéra, enfin Ouais, presque alors ouais, dans l'opéra. c'est le restaurant de l'Opéra. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de touristes. Il y a le bar. Le bar, je sais pas où il est. En fait, je suis venu une fois déjeuner, donc je peux pas vraiment vous dire que je vous amène dans un truc que je connais. Hein. Ah, je crois que c'est... Ah si, Si, c'est là. si, ça s'ouvre. Voilà. J'ai envoyé un... Donc voilà. Bonjour. Donc le restaurant est là, tu vois. Oui, alors, attendez, Attends, le bar, venez. attendez, Quoi? par où est-ce qu'on peut aller? Bonsoir, merci. Oui, très bien, merci beaucoup. Bonsoir. On est attendu normalement. On est venu ouais, pour le... Vous êtes attendu, est-ce que vous voulez qu'on prenne les manteaux? Non, je vais Ah, garder on mon va manteau. regarder. En fait, ça... Bon, on vous ah ouais, suit c'est ça, j'étais allé au restaurant, mais il y a le bar aussi, c'est ça? Je vous laisse le suivre, je vous accompagne. Ouais, Merci hein. beaucoup. Ah, c'est trop sympa en fait, c'est très chic. Hein. C'est beau. Regarde là, tu vois, c'est beau. Hein. Mais c'est vrai que j'étais venu en journée, moi. Vous savez, un endroit comme ça en pleine Fashion Week, vous êtes fort pour privatiser. Ah, c'est la Fashion Week? Bah oui, en ce moment. Tu vois, moi, je savais même pas. Je savais même pas, tu vois. Bonsoir. 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 Je vous laisse suivre Anna, qui va vous montrer. Ouais, bah, super. Merci. Bonsoir. Hein. Bon, bah sympa. Merci beaucoup. Bon, bah très bien. Merci. Tu vois, alors en fait, ah ouais, c'est carrément le bar et tout. Tu vas pouvoir boire quand même, ouais. Tu vas boire un petit verre. Ah, on peut. Tu vas te mettre où là? Tu veux te mettre. Parce que là, on a la pleine. C'est vrai que là, comme on a baissé en luminosité, on a l'impression que... Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais Riyad gère tout ça et il va nous mettre dans les meilleures conditions. Bon, tu vois, l'endroit a l'air sympa, quoi. Écoute, ouais, c'est magnifique. alors, on voit pas, moi, je suis venu un jour pour déjeuner. Donc, tu vois, tu as toutes les serres et tout ça, c'est magnifique. Bonsoir, ouais, merci beaucoup. Bonsoir. Qu'est-ce Merci. que vous buvez? On va boire On peut boire un petit verre de vin rouge. Ah bah allez, Allez, un petit verre de vin rouge. allez. Tu Bon, bois bah, un deux, petit alors. truc, toi aussi Parle pas. Non, C'est Madame Colombo, tu Non, l'as dit. Hein. Donc, on peut Il y a un boire autre un petit aspect verre. de la... Je vais vous poser la question. Il y a un autre aspect de la vie d'un écrivain qui m'intéresse, Ouais. c'est le rapport à la critique. C'est quoi votre rapport à la critique? Bah, c'est-à-dire, moi je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai aucun problème avec l'idée d'être critiqué et qu'on n'aime pas mon travail. Ta question, en fait, elle est souvent, la question de la critique, elle est liée à l'honnêteté intellectuelle ou à la jalousie ou à l'agressivité. Parce que parfois la critique n'est pas que quelqu'un qui va lire ton livre et qui va te critiquer. Voilà. Il y a parfois d'autres types de rapports à la critique, quoi. Mais bon, moi, sinon, tu verras personne qui va te dire, enfin moi en tout cas,
tu vois, mon dernier film, par exemple, Les Fantasmes, il a eu des mauvaises critiques, et la plupart étaient, il me semble, honnêtes intellectuellement. Ce sont des gens qui ont vu le film sans spécialement avoir des a priori ou des préjugés, l'ont pas aimé, ont expliqué pourquoi. Et, je trouve ça, j'étais même plutôt d'accord. C'est un film à sketch, c'est ni assez fou, ni assez drôle. Tu vois, bien sûr que tu peux entendre tout le temps la critique. Est-ce que vous avez... D'ailleurs, j'ai tendance même parfois à me dire, si quelqu'un n'aime pas, peut-être qu'il a raison. Quoi. Est-ce que vous avez un problème avec l'émission de critique la plus célèbre de France? Le Masque? Non, parce que le Masque, si tu veux, le Masque et la Plume, ils ont encensé, tu peux écouter dans les archives, Charlotte, les 4. Ils ont encensé le Mister Henry Pic. Et ils ont été très critiques sur 2 de mes derniers livres. Et là où moi, c'est pas que j'étais pas content, c'est-à-dire parce que c'est pas du tout moi qui ai un problème avec l'émission. Étant donné qu'ils ont critiqué énormément de gens, des auteurs, et ça fait partie du jeu, et c'est un show, et c'est super. Mais pour moi, ils ont dépassé certaines bornes, certaines limites, en étant dans l'insulte. Pas que par rapport à moi. Moi, je me rappelle, j'avais écouté Olivier Adam, ce qu'il disait, c'était... Donc je trouve que le show dérapait. Ouais. Donc j'ai pu dire, ouais, je trouve que c'est trop. Là, mon dernier livre, ça a été partagé, mais c'était dans la... Chacun disait ce qu'il... Voilà, c'était... Non, mais il y a une sorte d'ironie quand même. C'est un peu un petit ton, genre Frankinos, il aime pas, donc presque ouais, on va rajouter. Alors malheureusement, t'as raison. Ouais, moi je vais prendre un verre de vin rouge, très bien. Et moi aussi, s'il vous plaît. Merci. T'as raison, dans le dernier truc, alors malheureusement... là j'écoute beaucoup, et donc tous les ans ou tous les 2 ans, un de vos livres arrive, et donc il y a une d'abord une programme à chaque fois. Oui. Mais en fait, moi j'ai aucun problème, d'ailleurs je trouvais que même Nelly Caprielan, qui n'a pas toujours été tendre avec moi, là elle disait, elle a critiqué, mais elle disait il y avait des pages qu'elle a aimées. En fait, moi, j'ai juste besoin d'honnêteté intellectuelle, que je sens qu'on me juge, pas à l'aune du succès ou des ventes ou de ce que tu peux imaginer de l'auteur. Tant que tu as ça, moi je me rappelle Trapenard, il m'avait défoncé sur Je vais mieux, un de mes livres, et puis le livre d'après m'invite pour Charlotte, il adore. En fait, on a juste besoin de ça, point. Et oui, alors il y avait ce côté, il prend mal. Voilà. Et puis il nous appelle presque. Non, c'est pas du tout ça. Moi j'ai croisé Jérôme Grassin, je lui ai dit, il y a des choses qui ont été dites. C'est de l'insulte. On n'est plus dans la critique. Donc je lui ai dit, tu dois juste faire attention. Quand on fait une émission, et il y a des auteurs, moi je suis solide, mais des auteurs qui ont été... Bon, si tu écouteras une archive sur Olivier Adam où le personnage veut se suicider à un moment donné et que Arnaud Vivian dit il devrait peut-être le faire, des trucs comme ça, c'est des jeux de mots, c'est des trucs, mais... Et donc moi j'ai juste dit, faites gaffe, pas être dans la... Tu peux être méchant, hein. Oui. Même de off, là, ils sont méchants et ça va. Mais le attention, brillant Eric Neuf. Pas l'insulte et pas l'acharnement. À un moment donné, quand tu as 4 personnes qui sont pour y aller dessus, je trouve pas... C'était pas lié à moi. Et donc, moi, tu parles, moi, je me fous totalement. Moi, je suis quand même... tu vois, là, j'ai fait toutes les émissions. J'ai la chance d'être au Figaro TV. Mais j'ai fait la Grande Librairie. J'ai fait des émissions sur France Inter. Je suis très gâté en étant à la fois grand public et en même temps, tu vois, j'ai eu des prix littéraires. Et voilà, c'est juste ça. Après, ça reste un show, cette émission. Tu vois ? Ils ont dit que votre livre était macroniste, La vie heureuse. Mais c'est Vivian qui dit ça, mais Vivian il dit des conneries, mais c'est marrant. Mais là, tu vois, je trouve pas ça méchant. Il dit sa chronique, il dit c'est macroniste, pour lui c'est une insulte. Oui, parce qu'il il est très à gauche. Ouais, mais tu vois, moi là je trouve qu'on est dans la critique. Est-ce que vous êtes un macroniste ? Il aime pas, il le dit, mais j'ai aucun problème. Pour moi, c'est pas... Est-ce que je suis politiquement macroniste ? Ouais. C'est pas en lisant mon livre que tu vas savoir où je me situe politiquement. Non, parce que vous parlez beaucoup de Macron. Mais vous l'avez mis en contexte, dans une situation. Mais pas d'une manière d'ailleurs bienveillante. Hein. Non. Ni le milieu. Alors attendez, j'ai une phrase que j'ai notée aussi. Il faut que je la retrouve. Ce qui différencie... J'aime bien Brigitte. Ouais. Ah ouais. C'est vrai. Non, mais après, je vais pas raconter mon opinion politique dans les livres. C'est pas mon ambition. Ce qui différencie, je vous lis, Ouais. Ce qui différencie les présidences, c'est le moment où surgit la désillusion. Ouais, je crois qu'il n'y a pas... Enfin, tu vois, quand on dit la haine anti-Macron,
Mais il y a eu la haine anti-Sarkozy, il y a eu la haine anti-Chirac. Moi, Chirac, Et 6 mois anti-Hollande après, aussi, ouais. 6 mois après, il y avait tout le monde. Il y avait les Juppé, il y avait en 95, il y avait la grève générale. Hollande, pareil. Je veux dire, donc pour moi, tous les présidents ont été impopulaires. Giscard a fini, voilà, il n'a pas été. Donc, je lui dis ce qui différencie pour moi les présidents, c'est à quel moment la disgrâce intervient. Donc, tu as plus ou moins de temps de grâce. Sarkozy, il était assez long. Macron, encore plus long. Tu vois, c'est ce que je dis à un moment donné dans le livre. La popularité d'un président n'existe pas, c'est antinomique. Tu vois, je crois pas que j'ai jamais vu un président où tu te dis génial, on a un super président, tout va bien. Comment vous... Parce qu'en France, il y a souvent deux personnages historiques, l'écrivain et le dirigeant ou le leader politique. Souvent, c'est ça en France. Ouais. Et vous, en tant qu'écrivain, si on vous lit dans 100 ans, qu'est-ce que vous voudriez dire et raconter de cette société, de cette vie politique-là? Si on doit les lier comme ça, est-ce que... quel est votre regard sur cette... Je peux pas te dire de ce qu'on ressentira dans 100 ans. Hein. Non mais moi, vous, je ce que vous pense qu'on ressentez est... aujourd'hui pour que dans 100 ans, ceux qui regardent l'émission dans 100 ans sur YouTube se disent tiens, Franquinos, il disait ça. Tiens, Franquinos, déjà, j'espère qu'ils seront encore là. Hein. Avec le réchauffement climatique et j'espère que ils seront des survivants. Hein. Ouais. Non, moi je pense que les époques sont de plus en plus brutales. Donc je pense que ça va pas s'arrêter. Je crois pas à l'apaisement des choses. Donc j'ai le sentiment moi que année après année, moi je vois, on disait par exemple les années 80 c'était un peu brutal la compétition. Puis après tu arrives dans les années 90, on disait ah voilà, bon il y avait le sida, il y avait machin et ça. Et j'ai le sentiment qu'on dit toujours que la décennie et je dis pas que c'était mieux avant du tout, c'est pas ça. Mais j'ai le sentiment qu'on avance dans une forme de brutalité. Et même la technologie numérique qui paraissait comme ça quelque chose d'extrêmement. Il y a plein de moments où ça m'effraie un peu moi. Vous êtes pessimiste. Bah tu vois, regarde, tu vois, c'est ça ton truc. On m'a toujours dit que j'étais optimiste dans mes bouquins. En fait, je suis super, je suis un tesson bis quoi. Ah Welbeck bis, on y revient. Ouais, je suis peut-être trop pessimiste, t'as raison. Hein. Il y a... T'as raison finalement, tu vois, au bout de 2 heures, t'arrives à me faire dire le contraire de... Non mais je sais pas. En fait, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que dans 100 ans. Qu'est-ce que tu penses toi? Peut-être qu'ils diront, ah t'as vu la Figaro TV Ils diront, Cela dit, c'est des vraies tranches de vie. Moi j'adore, il y a une émission que j'adore, c'est Rambobina. J'adore. Alors je trouve que ouais, malheureusement, je trouve que c'est un peu vieillot de la manière dont ils l'ont fait. Ah ouais. Mais les archives, ça marche. Moi j'adore toujours. les archives. Moi je pourrais voir des pareilles dernières, des vieilles émissions, des années 60, Alors vous êtes abonné 70. à Madeleine? Je vous conseille. Ouais. C'est la plateforme. Non mais je vois souvent des choses. Merci beaucoup. C'est le vin ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est la technique pour pas avoir de problème. Ah t'as demandé ça? Dans un... Allez, bon allez, santé. au Figaro. À la tienne. Regarde, je suis pas du tout dans le... Je suis resté en doudoune. Ah oui, détendez-vous. Je garde très souvent mon manteau. J'ai toujours un... Vous êtes sur le départ. Ouais. Ouais. J'ai toujours, même au cinéma, tout ça, C'est-à-dire quand vous vous garez en voiture, vous vous garez en marche arrière pour être prêt à repartir. Bah, je me gare pas en voiture, mais ouais, si j'avais une voiture... Ah, vous avez pas de voiture? Non. Ah non, vous êtes parisien. Non, mais ouais. Ah ouais, mais j'ai pas de voiture, donc... T'as l'air surpris. Je prends le Non, métro, pas j'ai pas de voiture, ouais. Bon, là, la tienne. Alors, c'est Santé. quoi? On sait pas ce qu'on boit avec... C'est un... C'est du jus de raisin? Voilà. Il y a quelques années. Est-ce qu'il est possible de vivre, parce que quand on vous lit, Bizarre de boire un verre là-dedans, ouais. de vivre sans se séparer et sans être malheureux amoureusement? Ah, parce que Il y a quoi souvent quand même des histoires, avec vous les histoires d'amour elles finissent mal quoi. Alors elles recommencent bien, mais bon souvent ça s'arrête là, puisqu'on n'a pas la suite. Tu trouves que je parle beaucoup d'amour? C'est pas beaucoup dans de quelques- séparation, dans les plutôt, séparations, ou de douleur amoureuse plus que d'amour pur. Ouais, mais c'est une histoire de rencontre amoureuse dans ce livre. Oui, mais on parle assez peu finalement. Quand on prend Ouais. la chronologie, on en parle. Oui, t'as raison. Non, mais en fait, moi, je suis pas du tout intéressé par la question affective, bizarrement. Très souvent, parce que la délicatesse, c'est une histoire d'amour, donc on dit tiens, il écrit des histoires d'amour dans quelques-uns de mes romans. Je m'intéresse plus à mes personnages, avec donc tout ce qu'ils ont vécu.
les enfants, la vie professionnelle, donc la vie amoureuse. Mais ça me passionne pas tant que ça en fait. Je me dis pas tiens, j'écris sur la séparation, je me dis tiens, ça me... Oui, mais ça... En fait d'ailleurs, Ouais. mon personnage, le fait qu'il soit séparé, que je m'en fous un peu. C'est pas ce qui m'intéresse dans sa trajectoire. Ah, mais on y est quand même souvent sur ces Ouais, on y est, histoires-là. ouais, t'as raison. Qu'est-ce que ça dit de vous? Ça dit un truc de vous ou non? C'est Ah, je votre crois pas. petite habitude et vos- Ah là tu nous fais le moment Mireille Dumas où on est dans le... Non, ma vie. non. Allongez-vous. Non, alors attends, non, je sais pas. Tu veux me dire ce que je crois, mon point de vue sur l'amour, sur la vie de couple? Non, là, franchement, j'ai pas de... Non, ça dit rien de moi. Non. Peut-être la paternité dans mes livres, ce qui est évoqué parfois, peut dire des choses de moi. Mais voilà. Tu sais, je parle très peu de moi dans mes romans. À part Charlotte alors ça, ou... oui, mais alors finalement, Charlotte, on a l'impression... Oui, parce que vous... que je vous raconte mon racontez. rapport à elle, Voilà. mon enquête. Sinon, je suis très peu présent dans mon livre. Je pense que... Comment on arrive à... Enfin, l'inspiration, elle est toujours... fondamentalement, elle est intérieure, donc elle vient de quelque Oui. chose qu'on connaît Non. ou qu'on a vécu, ou une idée qui se fait Ouais. en nous. Ouais, je pense que si tu lis mes livres, tu peux avoir une idée de la façon dont je vois les choses, ce que je ressens, ce que je vis. Ah oui, alors c'est Mais- bien ça. mais Ce que je après, dis, c'est que pour vous, concrètement- quand je vous lis, pour vous, une histoire d'amour, c'est triste, ça finit mal. Non. Et toi, les histoires d'amour, elles finissent en général plutôt mal, non? Bah, quand elle finit, oui. Donc, si elle se finit, c'est que ça finit mal. C'est pas, je crois pas que ça soit spécialement le... Au contraire. Oui, mais il y a souvent des gens qui ont eu des blessures. Vraiment, c'est une part importante quand même. Là, c'est une part importante pour tous les deux, pour les deux personnages Ouais, les principaux. séparations. Ah oui. Ouais, je raconte pas des couples qui durent toute la vie, c'est ça que tu veux Ouais. dire? T'en connais, toi? Non, mais Ouais. après, Oui, j'en connais. Alors, en tout cas, pour te dire un truc, c'est paradoxal, hein, parce que c'est vrai qu'au cœur de ce livre, il y a cette histoire sur 30 ans et j'aime bien l'idée qu'on puisse se croiser, qu'on puisse se dire tiens, ce qui est important parfois, comme avec quelqu'un qu'on croise toute notre vie, c'était pas le bon moment, puis d'un coup on se dit tiens c'est peut-être le bon moment, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, Ouais. la trajectoire amoureuse de mes personnages. Même si c'est peut-être ce qui en ressort, hein. T'as raison, mais ça me passionne pas d'évoquer ces sujets en fait, même à titre personnel. Est-ce que vos lecteurs... Excuse-moi, hein. Non, Ouais, bah, j'ai- pas du tout. en 2 heures, c'est la première fois que je réponds pas vraiment à ta question. Sinon, je suis docile, non? Ouais, c'est vrai. Alors, prochaine question. Est-ce que vos lecteurs sont des lectrices? J'ai fait une expérience assez simple depuis que je dis qu'on vous reçoit. Ouais. Les hommes vous connaissent pas, peu, et les femmes vous connaissent. Enfin, je force le T'es pas trait, dans hein. la caricature, toi. Non, mais c'est vrai. Euh, Et les femmes, toutes les à la Ouais, rédac, mais est-ce que tu as fait ça avec d'autres écrivains? Avec oui, mais par des exemple, romanciers? Non, mais par exemple, on a reçu. Bon, ils sont tu connus prends, pour d'autres choses, mais on a reçu Yann Moix mais Yann Moix, il et a écrit Frédéric d'autres choses. Becbédé, par exemple. Avec BD. Ouais, mais je veux dire, c'est un romancier pour mecs. Enfin, pas que, mais ça parle aux mecs, non? Avec BD, L'amour de 3 ans, ouais, je sais Ouais. pas. En tout cas, si tu prends beaucoup d'écrivains, que ça soit, je sais pas, Delphine de Vigan, Karine Thuil, Philippe Besson, le lectorat romanesque est plutôt féminin. Je crois pas que... Après, si tu veux me dire, moi, que je pense que j'ai peut-être plus de filles que de garçons, t'as raison. Mais est-ce que c'est lié à mes livres? Ça, c'est difficile pour moi de répondre à ça. Là, la seule chose que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai beaucoup de jeunes maintenant. Ouais. Peut-être avec le concours des lycéens, avec le livre Vers la Numéro beauté. deux, Ouais, numéro 2, Vers la Harry beauté Potter. surtout. Ah ouais. Vers la beauté qui parle d'une agression sexuelle sur une jeune fille. Ouais. Mais c'est pas. Enfin, c'est pas du tout pour moi un enjeu, quoi. Non. Tu vois, de me dire. Mais peut-être, ouais. Peut-être que oui. Vous lisez J'ai quoi, plein de par mecs exemple aussi qui. Oui, ben non, mais je sais pas, j'ai certainement pas dit T'as le dit que contraire. c'était inconnu. Non, Le mec non. a dit quoi? Non, mais. T'as fait un sondage partout autour Non, de toi. j'ai un sondage très personnel. Ouais. C'était pas l'IFOP, hein. Voilà. Ah, c'était personnel, Non, ok. non. Et non, mais c'est vrai. Les femmes, voilà, vous connaissent. Je
Je suis sorti du bureau de ma patronne, je me suis dit, ah, j'adore. Et, Ouais. et mon patron m'a dit, Funkinos, ah oui, C'est oui. qui ton patron? Non. Salut, c'est Vincent, vous pouvez dire. Non, mais. Je vous fais dédicacer le bouquin, comme ça il le lira. Vince, ok. Ouais, je sais pas en fait. Ouais. Oui, bah si tu veux. Ah non, moi je veux pas, je vous pose des questions. Maintenant, j'ai tout un public d'accidentés du doigt. C'est un nouveau public qui est assez passionnant. Il y a un truc qui se passe là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un besoin, il y a les lecteurs, il y a la critique, on en a parlé un peu. Ouais. Est-ce que, donc, dans en mode progression, jusqu'à 2014, est-ce que les prix, ça a été une reconnaissance, le Renaudot, la reconnaissance de ses pairs, quoi. Ouais. Ça change, Ouais. ça change la vie. Non, On est mais plus apaisé. j'ai souvent été publié chez Gallimard à la rentrée littéraire plusieurs fois. Donc Ça, ça d'ailleurs, tombe- là, vous êtes l'hiver. Bah, parce que je fais plus partie de la course au prix maintenant. J'ai eu le Renaudot, voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'a apaisé, c'est d'être sorti un peu de cette course au prix littéraire. Parce que comme j'ai été annoncé favori du Goncourt pour les souvenirs, et puis ça a été compliqué, et puis la délicatesse était sur les listes. J'étais régulièrement cité pour les prix littéraires, et c'est vrai que le fait de l'avoir eu pour Charlotte, le prix Renaudot, ça a été d'abord une grande joie, et au Goncourt des lycéens. Et surtout, me dire, voilà, c'est une période de ma vie qui est derrière moi. Pas parce que j'étais animé par l'ambition d'avoir un prix littéraire, mais tu peux pas ne pas y penser quand tu publies à la rentrée littéraire, tu fais partie des auteurs qui sont sur les listes. Mais ça me rend parfois plus heureux d'avoir des lecteurs qui me suivent, alors que je vais dans des territoires très différents à chaque fois. Et parfois d'ailleurs j'ai des lecteurs qui me disent bah ça j'aime moins. Voilà. Cette fidélité d'être suivi par un auteur, ça me paraît parfois plus important. J'ai une dernière question. Ça veut dire quoi si je rêve de moi nu en train d'aller au travail? Vas-y, répète ta phrase d'abord. La dernière question. Je rêve de moi nu. Ah, parce qu'elle pense à ça. Elle dit ça à un moment donné, Amélie. Ah, t'as voulu vérifier si j'avais écrit le bouquin. Je me dis pourquoi elle me parle de ça. Amélie, elle fait un rêve. Ouais. Mais je pense que c'est un fantasme de quand tu es tout le temps soumis au jugement des autres dans ce genre de métier. D'ailleurs, peut-être dans le mien aussi. Il y a une frayeur à être démasqué, quoi. Une frayeur absolue, quoi. Vous avez déjà rêvé de ça? Non. Non, parce Même que... les rêves, vous les inventez? Non, mais parce que... Même les rêves, je les invente. Mais je pense que je tends à être de plus en plus libre. Et je tends à en avoir de moins en moins à foutre du jugement, en fait, des autres. Et ça, c'est une des clés tu me disais la vie heureuse, c'est une des clés pour moi du bonheur. C'est-à-dire que ça a plus beaucoup d'importance. Ce qui a pu parfois me parasiter ou m'encombrer, peut-être parce que je vieillis, je sais pas, mais à moins en moins d'importance. Merci Tu beaucoup. vois, par exemple, je me Funkinos. dis, Ah, non, moi j'ai passé un bon moment à échanger avec toi, mais si tu te dis, ah bah, ce que tu penses de moi, ça me fera plaisir que tu te sois dit qu'on ait passé un bon moment, ou voilà, mais C'est si le c'est cas. pas le cas, c'est le non, cas. mais, non, mais si alors, tu dis, sans ah, mensonge, bah, c'est le cas. bon, bah, tant mieux. Il y a mais des si fois où tu je me dis- suis beaucoup plus ennuyé que ça. Ah bah tant mieux, mais Et là, je si me suis tu pas dis du tout ennuyé. des trucs, oh bah ça ou ça, c'est pas très grave. Mais moi j'ai trouvé que c'était, j'ai eu de la peine pour ton ami, ton Riyad. réfugié derrière la caméra là, qui maintenant va pouvoir poser cette caméra et venir boire un verre avec nous et surtout, ah Et bah non, puis- peut-être rentrer chez toi avec ton doggy bag. Et se détendre et vivre, croquer la vie, parce que c'est ça finalement, ce développement personnel. Memento mori, c'est ça? Voilà la tienne, hein. Bravo. Allez, santé. Allez, Merci bravo pour ton beaucoup. émission.